Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre télévision qui émet à partir de Yaoundé. C'est le siège des institutions de la République du Cameroun. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes justement le 6 mars 2023 au Cameroun. Le 6 mars. Bernardo a dormi peut-être trop tard. Donc, je disais que nous étions le 6 mars 2023. Plus que 2 jours, et les femmes du monde entier célébreront la journée internationale justement de la femme. Ce matin, vos rubriques sont restées intactes. Tout à l'heure, TVB va nous retrouver pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo, justement, est également là pour la dénonciation de tous les matins. On terminera, si vous le voulez bien, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et l'analyse de ce matin nous conduira sur ce que l'on appelle au Cameroun, de plus en plus et même à l'international, affaire Martinez-Zogo. Une seule interrogation: qui a finalement tué Martinez? C'est l'interrogation de ce lundi matin en direct sur Info TV. Pour en parler, ils seront journalistes rompus à la tâche, journalistes politiques. Ils seront justement hommes politiques, ils seront juristes, ils seront consultants permanents. Un seul objectif: la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. J'accueille d'abord le très grand frère Roger Kiek de Kiki. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour. Et je vais souhaiter que le synthé mette bien K-I-Y-E-K. Ah, Voilà. Au niveau de Kiek. K-I-Y-E-K. C'est peut-être aussi la conséquence d'avoir des noms très compliqués. Oui, tout à fait, ce sont nos noms africains. Kiek, c'est donc ça, Kiek. hein, Vous savez, Kiek, on peut l'écrire de plusieurs manières. Oui, moi, je l'écris parfois K-I-E-K. Comme au Sénégal. Oh, arrêtez, vous dites qu'on l'écrit comment? K-I-Y-E-K. J'ai des cousins qui ont C avant le K. Donc, c'est cela. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour nous autres de venir ici partager ces moments de télévision avec vos téléspectateurs très très nombreux. On a fait l'effort d'être là. J'espère qu'on sera à la hauteur de la tâche. Roger Kiek de Kiki, c'est toute une vie dans la communication et plus précisément dans le journalisme. Roger Kiek de Kiki, c'est presque 30 ans déjà de métier au niveau des radios, mais également au niveau de la télévision. Je suis passé aussi un peu par la presse écrite. Un peu par la presse écrite aussi. C'est ça. Il faut que vraiment, je joue de tous les pieds, de la tête. Journaliste complet. Voilà. Roger Kiek de Kiki est justement ce journaliste d'investigation que nous aimons avoir. Il excelle dans le journalisme politique. Merci d'être là ce matin. En face de vous, Roger Kiek de Kiki, nous allons accueillir Paul Fils Elundu. Elundu, bonjour. Oui, bonjour, Perfecto. C'est un plaisir de recevoir une invitation pour cet instant qui est tant souvent attendu des Camerounais. Paul Fils Elundu, quant à lui, est également journaliste, mais très connu sur la toile. Oui, effectivement. Vous êtes aussi influenceur ou bien lanceur d'alerte? Non, pas encore. C'est en téléchargement? Nous venons diluer l'effet néfaste des influenceurs. Ah, vous êtes plutôt contre les influenceurs? Pas contre, je viens diluer l'effet néfaste. Il y a toujours des informations qui ne sont pas toujours avérées, qui sont diffusées par ces influenceurs. Et nous venons... Donc, vous êtes donné le rôle de censeur. Pas de censeur, parfait. On vient donner la bonne information. C'est vous le surveillant? La population couvre elle-même son propre chemin. C'est le rôle que nous jouons. Bon, pas de censeur. Chacun fait... Toujours, il est vrai qu'il y a toujours le vrai de l'ivraie. C'est au peuple ou bien au public de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout à fait. À côté de vous, vous avez Bernardo Basson, notre invité permanent. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à Enio et à Fidé. Vous avez vu que j'ai pu me faire beau pour les téléspectatrices. Enio l'a permis. Je vais adresser à nouveau un bonjour spécial à un jeune homme qui nous regarde tous les matins parfait ici. Et qui m'a contacté via Twitter parce que je suis très présent sur Twitter. Il s'appelle Merlo Ivia Isos. C'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Merlo Ivia Isos. Donc bonjour à toi et j'espère que tu nous regardes ce matin. Merlo.
Merlot, du côté des Sosses. Et Sosse, c'est l'un des quartiers chauds, hein, Les plus populaires de Yaoundé. les plus populaires même du Cameroun. Vous avez le quartier Sosse, oui. Sosse, c'est l'un des quartiers les plus populaires du Cameroun. Si vous partez du côté de Douala, vous aurez, je pense, comment on appelle ça, la rue La Joie. Vous avez Daïdo, là, vous avez Bali, il y en a d'autres. D'accord. Newbell. Voilà. Les quartiers chauds. C'est vrai qu'Oja, de plus en plus, va venir bousculer Sosse à Yaoundé. Hein. Oja. Non, il y a aussi le quartier, on retrouve le plus de cabarets chics. Oja. Il y a également la montée Jouvence. Biémassi jusqu'à la montée Jouvence, des cabarets chics, mais parfois également des cabarets, on trouve des choses pas trop commodes. J'espère que vos téléspectateurs comprennent que vous connaissez tous les cabarets chics de Yaoundé. Mais moi, je suis quelqu'un de la patrouille. Ici. Je patrouille habituellement. Quand je dors tôt, je dors à 2h du matin, tous les jours. Je patrouille. Alors, on accueille le consultant de tout temps, de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre riche panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je voudrais adresser un bonjour très amical à la veuve Ngele Amogo Aline. Son mari était un officier supérieur qui s'appelait Ngele Amogo Philémon. Il est décédé dans la période de la Covid-19. C'était quelqu'un de très correct, un officier supérieur comme nous aimons les avoir, avec une très grande rectitude morale. Il m'a marqué personnellement et par la suite, j'ai été l'ami de son époux sans savoir qui était l'époux. Je n'ai découvert que c'était son époux qu'à la mort de ce dernier. Cela m'a fait beaucoup de mal. Voyez-vous, il y a beaucoup d'années de cela, je devais me faire inscrire au lycée bilingue de Mbalmayo. Alors que je revenais d'EDA, je rencontrais un colonel à l'agence qui acceptait de monter dans un car de transport en commun sans faire de bruit. Pendant ce parcours, nous avons été interpellés par des éléments de la gendarmerie. Non, un commandant de brigade qui voulait entrer dans le car. À notre époque, quand un policier ou un gendarme voulait entrer dans le car, celui qui était assis devant quittait la place pour aller derrière. Alors le gendarme s'avance pour monter, le chauffeur demande à l'un de nous, j'étais assis avec le monsieur sans savoir qu'il était colonel de gendarmerie. Il était à l'époque chef d'état-major à Ibolova. Le monsieur me dit, moi je ne vais pas derrière. Il me dit, mon petit, toi tu vas derrière. Je dis, moi non plus. Le chauffeur nous dit, non, ne me créez pas de problème. Ne me créez derrière. Que l'un d'entre vous aille derrière. Nous on dit, personne ne bouge. Nous on ne bouge pas. Alors, le CB nous dit, on verra ça en Mbalmayo. Incroyable. Bon, il était CB avant Mbalmayo, quelque chose avec Kali. Il nous dit, on verra ça là-bas. Bon, non, on reste assis. Quand on arrive au niveau de sa brigade, il y a ces éléments qui sont là. Sont au contrôle. Il les appelle. Sauf que l'un d'entre eux avait travaillé à Ebolova. Donc, quand il arrive, mon colonel, il salue. Et comment c'est? Il donne le café? Le CB s'est mis à genoux. Le chauffeur coulait des sueurs. Les passagers, parce qu'il faut rappeler que les passagers nous ont engueulés. Vous nous cherchez les problèmes. Vous voulez toujours montrer que vous êtes ci ou ça. Quand on va bloquer la voiture à Ekali, nous on ne veut pas. Maintenant, ils découvraient qu'on avait plutôt un colonel et que le CB qui était adjudant à l'époque, il s'est mis à genoux. Alors, j'ai vu ce colonel lui dire, non, lève-toi, mais je comprends comment vous travaillez. Voilà. C'est comme ça que vous travaillez. Qui vous donne le privilège de venir déplacer? D'ailleurs, vous ne prenez pas la voiture à l'agence. Vous la prenez en route. Et vous déplacez des passagers qui sont déjà assis. Il a fait remarquer au chauffeur que cela ne se faisait pas. C'est ce monsieur qui allait m'inscrire en terminale. Ah, le colonel? Le colonel en question, je lui avais posé mon problème. Il est allé rencontrer le délégué départemental qui était un cousin à lui à l'époque. Il m'a fait inscrire, il a payé les droits. Wow. Il a disparu. Vous ne l'avez plus jamais revu? Je ne l'ai revu. plus jamais revu. Quel bon témoignage. Il est décédé et je suis camarade de classe à sa belle-sœur, docteur Azab Aboto Christiane.
Oui, tout à fait. Vos sœurs, Bafia. Oui. Et alors, Aline Ngele est l'épouse, la veuve de Feu Colonel. C'est comme ça que je leur rends hommage aujourd'hui. Une veuve qui a su se montrer digne. Très bien. Elle est une jeune veuve, mais elle a su se montrer digne. Très digne. Et ouais, très digne. Je lui rends hommage. Merci. Hein. Nous serons aussi de tout cœur ce matin avec une promotion de l'armée. Hein. Ils ont été recrutés le 6 mars 2015. 6 mars 2015, 6 mars 2023. Cela fait donc exactement 8 ans qu'ils ont été recrutés au sein de l'armée camerounaise. La promotion 2015. Donc que vous soyez de l'armée pure, c'est de l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée marine ou alors de la gendarmerie. Recevez tout simplement les salutations de votre programme Espace Miné. Nous prenons une transition. Théophile Vianney, bonjour. Parfait, ici bonjour, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je salue les fidèles téléspectatrices qui nous regardent ce matin, surtout celles qui sont restées sans mari très jeunes et qui sont restées dignes. D'autres sont restés indignes. Ça peut Il y en a, arriver. ça peut arriver. Il y en a qui n'ont même pas attendu la mort du mari Ah bon? pour se montrer indigne. Voilà. Il y en a qui ont même précipité les maris. Ouais, c'est comment? De toutes les façons, je préfère rester au niveau de l'actu presse. Oui. Et Théophile Vianney, c'est l'homme justement qui nous donne la température en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, comme vous pouvez l'imaginer, reviennent largement sur l'affaire concernant l'assassinat de Martinez Zogo. On en parle ce matin avec les journaux qui sont en kiosque, mais nous ouvrons tout d'abord cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mbang. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse donc à cette rentrée parlementaire. Gestion des affaires publiques, Laurentine Mbédé en appelle à la rectitude morale. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session de l'année législative 2023, ce 3 mars à Yaoundé, a évoqué les scandales de la République. Scandale de la République émis ici entre guillemets par le journal Info Matin. Autonomisation de la femme, on en parle en grande une de ce journal avec ce sacre d'Armand Claude Abanda. Autonomisation de la femme, Armand Claude Abanda nommé ambassadeur Hi-Forchi, le représentant résident de l'IAI Cameroun, a solennellement reçu le diplôme l'I consacrant des mains de la MINPROF. Entendez, ministère de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa le 2 mars 2023. C'était à Yaoundé, d'après ce que nous dit le journal Info Matin en page 3. Même son de cloche pour le journal Oriental. Cet hebdomadaire parle également de cette distinction du ministère de la promotion de la femme et de la famille, MINPROF, en partenariat avec ONU Femmes. Armand Claude Abanda et le professeur Emmanuel Ponzi, désormais ambassadeur. Cette reconnaissance du gouvernement et du système des Nations Unies récompense leur engagement prononcé pour l'autonomisation de la femme et l'égalité homme-femme. Le représentant résident de l'IAI Cameroun est crédité pour son combat permanent pour sortir les femmes de l'illettrisme numérique avec le soutien de la première dame, Madame Chantal Biya. Ce journal nous fait également savoir que du côté du Parlement, c'est la rentrée pour le compte de l'année 2023. Le messager de feu Pius Ndiawe s'intéresse uniquement ce jour en grande une à l'Assemblée nationale. Le bal des prétendants cloué au perchoir, même si les couloirs du palais des Toudis bruissent des rumeurs de sa disgrâce, l'homme fort de Tokombéré en voie d'affronter de redoutables challengers. On en parle en page 3 du journal Le Messager. En pièce 1, on revient sur l'affaire Martinez Zogo à Murubelinga, à Kondangi. C'est ce que nous dit le journal Le Messager de feu Pius Ndiawe en page 7. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui est disponible en kiosque, parle également de l'affaire Martinez Zogo. De la page 16 à la page 17, on nous fait savoir que 3 prévenus sont à Kondangi. Jean-Pierre Amurubelinga, Léopold Maxime Eko et Justin Danoué ont été inculpés et placés en détention préventive à la prison principale de Yaoundé samedi au petit matin. Cette décision de la justice ouvre la voie à l'information judiciaire conduite par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé et qui va durer au moins 6 mois. C'est l'information qui est présentée au journal Cameroun Tribune de la page 16 à la page 17. Et si on retrouvait mutation de Georges Alain Boyomo, ce quotidien qui est disponible en kiosque également ce lundi 6 mars 2023,
2023 s'intéresse à cette actualité concernant le décès de Martinez Zogo. Kondangi, les captifs de Martinez, Jean-Pierre Amougou Belinga, Maxime Eko, Justin Danoué, les éléments du commando du crime ont été inculpés samedi. C'est un décryptage qui vous est proposé ce matin en page 5. Amougou Belinga, histoire d'une chute en 50 jours. Cette histoire est présentée de la page 2 à la page 3 du quotidien d'Aman Mana qui est en kiosque. Il s'agit du journal Le Jour disponible ce matin. De la page 2 à la page 3, on en parle avec le journal Le Jour. La République presse de Timothée Somba Bena reste sur cette même affaire Martinez Zogo. Amougou Belinga dans le couloir de la mort, c'est ce que nous dit le journal La République Presse qui consacre sa grande une à cette actualité. The Guardian Post Daily nous fait savoir qu'Amougou Belinga est à Kondangi, c'est à lire en page 3 du journal The Guardian Post. Il s'agit bien évidemment de l'affaire Martinez Zogo. Le journal de Jean-Paul Bokono, Mosala Hebdo, parle également de cette affaire et consacre sa grande une à cette actualité. Principaux suspects à Kondangi, Jean-Pierre Amougou Belinga, placé en détention à la prison principale de Yaoundé, sera jugé pour complicité de torture. Ceci est mis entre guillemets par ce journal. Son principal collaborateur, Bruno Bidjang, comparaîtra libre. Du côté de la Direction générale de la recherche extérieure, le patron Maxime Eko a aussi été placé en détention, ainsi que le lieutenant-colonel Justin Danoué et plusieurs personnes soupçonnées d'avoir fait partie du commando. Ils sont poursuivis pour filature, enlèvement et torture. La commission mixte gendarmerie-police prescrite par le chef de l'État a-t-elle bouclé son enquête? Le journal s'interroge de la page 6 à la page 7. Émergence, le quotidien bilingue parle d'inculpation et flou qui s'entremêlent. Affaire Martinez Zogo, inculpation et flou s'entremêlent. Bien qu'Amougou Belinga, Eko et Justin Danoué aient été placés sous mandat de dépôt, aucune personne inculpée pour assassinat et des questions demeurent sur les auteurs, les co-auteurs et les commanditaires. En page 3, on en parle ce matin. Affaire Martinez Zogo, les dernières manœuvres du clan mafieux. Comment le puissant et tentaculaire clan d'Amougou Belinga a profusément tenté ces derniers jours d'obtenir par tous les moyens sa libération. De la page 2 à la page 3, le journal La Nouvelle de Jacques Blaise Vier en parle ce matin. Détournement à lire au bat une de ce journal. Retour sur les mobiles de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est de la page 5 à la page 8 qu'on vous livre donc ces mobiles au journal La Nouvelle disponible en kiosque. La Nouvelle Expression parle de l'assassinat de Martinez Zogo. Brouillage au tribunal militaire. C'est la une de ce journal. Certains suspects ont été libérés, d'autres placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé avec les chefs d'accusation d'inculpation qui ne rassurent pas beaucoup l'opinion sur la suite de la procédure qui doit répondre à une question précise. Qui a tué Martinez Zogo? Le journal s'interroge en page 3 ce matin. La Voix du Centre s'interroge également. Affaire Martinez Zogo. Qui a tué le chef de chaîne d'Amplitude FM? Cette interrogation barre la grande une de ce journal. Sans détour, revient sur ces questions sans réponse après l'enquête préliminaire en page 3, c'est-à-dire au bat 1 du journal Sans détour. Affaire Martinez Zogo, ces questions sans réponse après l'enquête préliminaire. Qualification de l'infraction, compétence du tribunal civil ou militaire, entre parenthèses, auteur et éventuel commanditaire du crime sont autant de zones d'ombre qui subsistent après la clôture de cette enquête. On en parle en page 3 du journal Sans détour, disponible en kiosque. Assassinat de Martinez Zogo, le DCC tente de torpiller l'enquête. C'est la révélation qui est faite ce matin par le journal Repère. Samuel Vondoyolo, le mauvais génie du palais de l'unité, échoue dans une tentative désespérée de faire libérer les suspects, indiquant au juge en charge de l'affaire qu'il s'agit d'un ordre direct du président de la République. Fort heureusement, la vigilance des magistrats a permis de déceler l'entourloupe qui aurait pu causer une explosion au sein d'une population camerounaise assoiffée de vérité sur les circonstances ayant conduit au meurtre crapuleux du journaliste. Et Singan nous amène dans cette autre affaire. On parle de criminalité foncière, des industriels floués par le DG de la Magzi. C'est l'information qui bat la grande une du journal de Sa Majesté Marie-Robert Elundou qui est disponible en kiosque ce matin. Qu'est-ce qui se passe du côté de la zone industrielle de Yaoundé? Leurs activités dans le secteur de Mvan à Yaoundé sont gravement perturbées par des manœuvres dolosives du directeur général de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, Georges Christol Manon, qui refuse de mettre fin à l'occupation illégale des terres restituées aux familles autochtones par la Cour suprême. On en parle en page 5. BTS 2023, le scandale des frais d'inscription est également présenté ici en page 4 du journal Essingan. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama
Gatama. Par l'université de Ngaoundéré, le contrôleur financier envoie le recteur à la retraite. Envoi émis ici entre guillemets par le journal de Guibaï Gatama, disponible en kiosque, qui revient sur cette affaire en page 5. L'info à chaud reste également sur cette actualité. Retraite, le recteur épinglé. Le contrôleur financier est-il dans son rôle de rappeler à madame le recteur de l'université de Ngaoundéré qu'elle a atteint la limite d'âge normale de départ à la retraite? Le journal L'info à chaud s'interroge donc ce jour. Camaro S, qui est également disponible, parle de cette autre actualité. Tragédie dans le Noun. Un père de famille meurt mystérieusement avec ses 5 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du Noun? Le journal Camaro S revient sur cette actualité ce matin. Le témoin de Francis Bonga parle sénatorial 2023. Bataille autour des 30 qui attendent le décret de Paul Biya. Le 12 mars prochain aura lieu l'élection sénatoriale au Cameroun. Cependant, la loi autorise le président de la République à nommer 30 sénateurs. Dans les salons feutrés, les caciques du parti au pouvoir, tout comme certains partis de l'opposition, se battent pour positionner leurs militants entre argent, opération de charme et jeu d'alliance. Le suspense est à son paroxysme. C'est ce que nous dit le journal Le Témoin. Le journal Média Action, qui nous permet de refermer cette revue de presse, parle également sénatorial ce matin. Ce journal titre donc en grande une et revient sur les sénatoriales du côté des hauts plateaux. On en parle en grande une. Haut plateau, 100% pour la liste RDPC au sénatorial 2023. Décision prise à l'unanimité par l'électorat et l'ensemble des cadres du parti de ce département. L'information est à lire clairement dans ce journal en page 3. Et si on prenait le Pélican parle de cette affaire Martinez-Zogo, manœuvre ubuesque contre le président Paul Biya et le peuple camerounais. Cette actualité bat la grande une du journal Le Pélican, disponible en kiosque, et qui revient sur cette actualité ce matin. C'est avec ce journal que nous refermons donc fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA, pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal, soit à la maison, soit au bureau. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, perfecto. Merci TVB. Vous dites qu'il faut combien de pièces d'un franc? 400 pièces d'un franc CFA. Vous allez les trouver où? Théophile Vianney, parfait ici. Vous ne partez pas. Oui. Hein? Le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité développée. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars de l'an de grâce 2023 et en cette journée est consacrée bien évidemment à la célébration de la journée internationale de la radio et de la télévision pour les enfants. Donc on va s'intéresser à cette actualité. On va voir comment est-ce que les professionnels des médias accompagnent donc les enfants en proposant entre autres certains programmes qui peuvent permettre de participer naturellement à l'éducation de ces enfants et comment est-ce que ces médias, la radio et la télévision impactent l'éducation des enfants. Donc au 19h et au 20h, on en parle. On reste également dans la mouvance de la journée internationale de la femme avec les multiples activités. Mais cette fois-ci, on va se rapprocher des femmes pour essayer de comprendre si ces femmes accordent encore de l'importance aux festivités liées à la célébration de cette journée à elles dédiée. On va revenir également sur ces multiples dames qui impactent pas mal de secteurs au Cameroun. On va s'intéresser au secteur de la culture, voir les dames qui impactent le secteur de la culture au Cameroun. Comme nous sommes en pleine période de la célébration de la journée internationale de la femme, on reste donc dans l'actualité qui prime en ce moment, à savoir les actions des femmes menées sur le plan national et même international pour favoriser le développement de ce pays. Théophile Vianney, parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par un ou deux faits qui ont retenu notre attention en écoutant cette actu presse de Théophile Vianney Biya. Roger Kiek de Kiki, on parle d'un bal de prétendants du côté de l'Assemblée nationale et du côté du Sénat, parlant justement du Père Choix. Ils sont nombreux qui pensent qu'il est temps pour que l'honorable Cavaille laisse le Père Choix et même son de cloche du côté du Sénat. Vrai ou faux débat? Ça ne se passe pas comme ça. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris. Il s'agit d'un système. Et il n'y a que le système pour produire de nouvelles personnes. Ça ne se passe pas par un challenge. Des jeunes gens arrivent là pour prétendre... Non, pas du tout. Notre système, le système que nous avons étudié, est celui où les gens se maintiennent le plus longtemps possible. Parce qu'un président de l'Assemblée nationale ou un président du Sénat, ce sont des hommes institutions.
même quand il est couché, il fonctionne. Hein? Malheureusement, je ne dis pas que c'est la meilleure des choses à faire, mais le système que nous connaissons, que nous regardons... Vous décrivez le C'est système. un système qui fonctionne comme cela. Moi, j'ai eu le privilège de voir le président Enoch Koyet de l'ONEL à l'époque. Resté là, il était tout le temps en évacuation sanitaire, il revenait, il était toujours là. J'ai eu le bonheur de voir aux affaires le ministre d'État Ferdinand Leopold de Yono. Il pouvait faire 6 mois d'évacuation sanitaire en Europe et tous les paraphins montaient, il était toujours là. C'est pas un système où on change quelqu'un parce que vous avez dit qu'il est sénile ou que non, pas du tout. Ça se passe au sein du RDPC, le parti politique au pouvoir, et même au sein de ce parti, il y a ceux qui tiennent l'appareil, qui tiennent ce sérail-là. Très bien. Donc, moi, sauf si le patron d'en haut a décidé de renouveler au sein de ces fonctions-là, mais je ne pense pas. Ça ne se passe pas tel que c'est raconté dans les journaux. Merci du moins, beaucoup. Hein. Par rapport au système politique que nous avons étudié, que nous avons observé. Merci beaucoup, Roger. Pierre Blériot-Niemek, je ne vous éloigne pas de cette actualité. Le président Cavaille est au perchoir, si mes souvenirs sont exacts, depuis 1992. On va essayer de voir combien ça fait. Il est président de l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'il est député. Il a commencé à être député. Hein. Et quand on prend député et président de l'Assemblée nationale, il peut accumuler un peu plus de 50 ans. Tout à fait. Un peu plus de 50 ans. Beaucoup pensent au sein de l'hémicycle d'Ongwaekele qu'il est temps pour que le président Cavaille aille se reposer ou alors qu'il lâche le perchoir. Beaucoup nous ont également fait comprendre que du côté de l'Assemblée nationale, on va mettre, du côté du Sénat, nous mettrons les guillemets, que le président Nyat, lui, voudra déjà se reposer, mais c'est le président de la République qui pense que le président Nyat a encore beaucoup à apporter au Sénat. Votre réaction? Oui, mais nous avons la chance au Cameroun d'avoir une classe politicienne très jeune, forte, dynamique. Là-bas, personne ne souffre de sénilité, c'est des gens proactifs qui ont encore tout à donner, d'ailleurs. Vous allez arrêter l'ironie, Blériot. Non, il faut parler ainsi parce que c'est ce qui est. Donc, quand vous regardez la jouvence du président Nyat, vous regardez la force du président Cavaille, vous voyez là des gens qui ont tout à donner encore, d'ailleurs, à ce peuple. À côté de ça, nous avons des jeunes moribonds qui ne servent pas à grand-chose, qui rêvent tout le temps de remplacer des vieux aussi poignants. Il faut donc que les jeunes fassent attention. Nous sommes dans une sorte de sorcellerie. Dans mon village, les vieux ont confisqué le pouvoir. Ah bon? Et les jeunes ont commencé à fuir le village. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils s'associent au lieu de fuir le village. Ils sont plus nombreux et probablement un peu plus ingénieux. Il fallait qu'ils trouvent la solution. Non, honnêtement, nous sommes pris dans un engrenage. Nous sommes pris dans un engrenage et le sommet de l'État ne nomme que les gens qu'il connaît. Ma grand-mère qui a vécu plus de 100 ans me disait que c'est dangereux de naître dans une génération, de grandir dans une autre et aller vieillir dans une autre encore. Tu peux avoir des traumatismes permanents. Ma grand-mère ne reconnaissait plus personne. Tous les noms qu'elle me citait, je lui disais, il est mort depuis. Il est mort. Et elle m'a dit, moi j'attends encore quoi? C'est ça. Moi j'attends encore quoi? Donc, ceux qui peuvent comprendre. Si les gens ne se reconnaissent qu'en fonction de leur génération, vous pouvez comprendre que c'est dangereux. Ils se reconnaissent entre eux. Ils ont entre 85 et 100 ans. Et ils continuent de se reconnaître entre eux. La nature leur fait la grâce d'être toujours là. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'ils s'en aillent tous, brutalement. Mais une chose est sûre. Lorsqu'un vieux ne prépare pas sa succession, c'est qu'il prépare un chaos. Oh là là. Mais là, c'est dangereux. Non, lorsqu'un vieux ne prépare pas sa succession, il prépare un chaos. On a des gens qui sont à des postes de très haute responsabilité,
qui se sont confondus à ces postes-là. D'ailleurs, l'Assemblée nationale est la propriété de quelqu'un. Le Sénat l'est devenu. Celui-là, le Conseil économique, il ne faut pas citer, mon cher. Il ne faut pas citer. C'est des organismes que beaucoup ne connaissent, des organisations que beaucoup ne connaissent même pas. Si vous dites à un jeune, maintenant, il y a le Conseil économique et social au Cameroun, dirigé par Ayang Luc, qui était ministre dans les années 77. Et puis Premier ministre. Est-ce que, il a été Premier ministre de Biya dans les années 86. Tout à fait. Mais les gens ne peuvent même pas comprendre qu'il s'agit... C'est-à-dire, avant le monde, ils ont la grâce de la nature d'être... Et parfait. Oui, Roger. Je vais vous faire observer que, avec la volonté du président de la République, on a construit ou alors installé un démembrement de l'Assemblée nationale à Tokombéré. Il y a le bureau de Tokombéré. Comment ça? Oui, mais le président Kavaï a un démembrement désormais de l'Assemblée nationale dans son village à Tokombéré et travaille là-bas, il se repose là-bas. Il faut dire que c'est là-bas qu'il est resté pratiquement. Non, c'est-à-dire on a délocalisé un pan de l'Assemblée nationale là-bas. À Tokombéré. Au village du président Kavaï. Quand on délocalise un pan de l'Assemblée, ça veut dire qu'on n'est pas en train de préparer le départ de quelqu'un. Deuxième chose, commencer à envisager le départ de Kavaï, le départ de Niat, ça veut dire que ceux qui s'agitent au Parlement envisagent aussi le départ de Paul Biya lui-même. Et comme l'a dit, comme il vient de le dire... Vous pensez que c'est une déduction? Non, c'est-à-dire que Ayant Luc, Paul Biya, ce sont des gens qui se connaissent. C'est un système. Ils sont en train de travailler. Et le président Gaga m'a dit un jour, mon père Gaga, attendez patiemment votre tour. Ah bon? Oui. Et le ministre Joseph l'a aussi dit, voilà, qu'à chacun son tour. Une chanteuse a dit à chacun sa chance. Et vous vous rappelez de ma réaction, que les tours des autres n'arriveront pas. Quand vous avez en face des gens qui ont la grâce de l'éternité, c'est-à-dire qu'ils vivent éternellement, votre tour... Ils ont pris déjà beaucoup de tours. Ils ont pris tous les tours. Merci beaucoup. Et je comprends pourquoi même du côté de l'Assemblée nationale, ils ont enlevé la disposition qui voulait que le suppléant, après la mort du député titulaire, puisse le remplacer. Ils ont enlevé cette disposition. Portait la mort. Parce qu'il y avait certains suppléants mal intentionnés qui précipitaient la mort des titulaires. Donc maintenant, les titulaires savent que même si les suppléants savent que même si le titulaire meurt, maintenant, il ne le remplace pas. Donc ça sert à rien de tuer. Il y a même des titulaires qu'on ne peut pas tuer. Les 3 titulaires qu'on a cités là, qui peut les tuer? Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Paul Fils Elundu. Je vous suggère de commenter une autre actualité, sauf si celle du président Kavaï, du président Niat vous intéresse particulièrement. Nous avons appris tout à l'heure avec le journal L'Info à chaud que du côté de Ngaoundéré, ça ressemble à un fait divers, mais c'est la réalité. Le contrôleur financier de l'université de Ngaoundéré a écrit, adressé une correspondance à madame le recteur, lui faisant comprendre que son âge de retraite était arrivé et qu'il était temps qu'elle débarrasse le plancher. Est-ce que c'est son rôle? Comment vous réagissez à ce genre d'attitude en contrôleur financier? Est-ce son rôle? Ou alors c'est un républicain? Il a juste la mémoire vive et il peut rappeler à madame le recteur, au cas où elle aurait oublié que son heure est arrivée. Oui, en fait, j'ai fait une sortie dessus hier pour dire que bien vrai que le contrôleur financier soit dans son rôle, mais il a manqué un peu d'élégance et puis la courtoisie administrative au contrôleur financier qui a écrit avec toute une certaine insolence. On comprend des relations entre ces deux personnalités qui travaillent, en fait la difficulté qu'il y a en termes de collaboration entre ces deux personnalités en Ngaoundéré aujourd'hui. Nous ne saurons donc comprendre sur quel pan. Parce qu'on nous dit il a maladroitement interprété la loi parce que de façon personnelle, moi je l'ai dit de façon personnelle, parce que la loi a un principe d'être impersonnel et général. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir parler
d'une fonction où vous n'aviez pas nommé quelqu'un à cette fonction. C'est le chef d'État qui a nommé le recteur. Et c'est le chef d'État qui doit se prononcer. Et il peut arriver que le chef d'État a oublié. Attendez, Paul Fizelou, le chef d'État est un humain. Et il peut arriver que le chef d'État a oublié que Madame le recteur Ngaoundéré a atteint son âge d'aller en retraite. Et maintenant, le contrôleur financier qui pense qu'il faut respecter la loi, lui, il rappelle cela à Madame le recteur. Oui, je vais vous dire une chose. Il a fait aussi un audit qui va dans le même sens. Le ministre de la Santé a précipité le départ à la retraite du docteur Itundi, qui est en charge des épidémies au ministère. Précipité? Précipité, il avait il n'avait pas atteint l'âge de la retraite. Non, il avait demandé. Et pourtant, le directeur... Le verbe précipiter, vous le connaissez, n'est-ce pas? J'utilise bien les mots. Ça veut dire qu'on l'a envoyé avant? Non, je veux dire que quoi? Il était là. Pour celui qui l'a nommé à ce poste, il servait encore. Est-ce qu'il avait atteint l'âge de la retraite? Il avait déjà atteint. Non, on n'a donc pas précipité. Non, je dis, pour le président, il n'était pas encore. Non, ce n'est pas le président qui fait l'âge de la retraite. Il y a un texte. Il y a un texte. Quand vous atteignez cet âge-là, vous allez en retraite. Automatiquement. Mais ce n'est pas le président qui fait l'âge de la retraite. Mais il a une fonction. Non, vous allez en retraite. Maintenant, il faut avoir une prorogation. Nous sommes d'accord. Si ce n'est pas, c'est des actes administratifs, en fait. Nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Mais c'est un peu dans ce sens que je voulais aborder ça. Ça veut dire qu'il n'est pas du ressort du contrôleur financier de s'attarder sur les actes plutôt administratifs. Sur le volet financier, ça relève de ses compétences. Pour dire que à un moment, le ministre de la Santé, lui, à son époque, a demandé que M. Itundi le docteur Itundi aille en retraite. C'est vrai, c'était déjà l'âge, mais le chef d'État a jugé qu'il est encore utile au Cameroun. Et plus tard... Le docteur Itundi a été maintenu? Il est là, il a eu sa prorogation, puisqu'il est encore au niveau de la direction des épidémies. Il a tapé le ministre Santé. Je ne sais pas. On peut dire au contrôleur financier qui veut bien faire son travail, ça c'est vrai, mais nous avons vu qu'il a manqué de méthode. Il a manqué d'élégance. D'élégance dans sa façon de faire. Parce que quand vous lisez la lettre, de prime abord, il dit sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Donc, et puis quand vous voyez le deuxième paragraphe où il dit vous devez dans les brefs délais me produire. Mais le monsieur s'agresse quand même à un recteur d'université où il est affecté. À sa hiérarchie, vous voulez dire? Non, je ne sais pas si c'est sa hiérarchie. C'est ça, il y a eu un débat sur ma page hier où certains disaient que sa hiérarchie est du ministère des Finances. Mais je leur ai dit, en termes de l'organigramme de l'université, le recteur est sa hiérarchie. Ça ne se discute même pas. Et ça demande quand même une certaine façon de parler quand on parle. Non pas seulement à sa hiérarchie, mais quand on parle en collaborateur. C'est compris. Le duc voulait absolument recoller un petit mot. Oui. Quelques petits mots rapidement. Le contrôleur financier est à côté de ses pompes. Il ne comprend pas le système dans lequel il se trouve. Je vais vous attirer votre attention sur le fait que les recteurs d'université ont rang de ministre assimilé ou de vice-ministre. Secrétaire d'État, flanqué d'un gendarme. Bien sûr. Donc ils obéissent donc désormais là à un statut différent, un statut particulier. Ils sont nommés par le président de la République. Il faut que le président lui-même, soit il est décharge de cette charge, soit il prolonge leur bail. Je vais vous dire que à l'heure où nous parlons, le directeur général des douanes du Cameroun a atteint l'âge de la retraite depuis longtemps. Quel est le directeur général qui n'a pas atteint? Le directeur général du Trésor, pareil. Hein? Mais le président les a maintenus. Puisqu'ils sont au niveau des gouverneurs, c'est la même chose. Présidentiel. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire le contrôleur financier ne sait pas le pays où il vit, le système dans lequel il fonctionne. D'accord. Ils ont un statut tout à fait particulier. Et je prends un dernier exemple. Un jour, un grand frère qu'on appelle général de brigade Melingui Nouma, il était colonel, commandant de la brigade du quartier général. Le ministre de la Défense a cru devoir organiser une cérémonie de passation de service pour l'envoyer à la retraite. Le président de la République a prolongé sa carrière. Il est passé général désormais et il est, à l'heure où je vous parle, inspecteur des armées à l'état-major des armées au ministère de la Défense. Tout à fait. Il faut se dire que ces actes-là
relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il faut que certains fonctionnaires apprennent à se taire tranquille. Nous parlons du système camerounais. Après les textes, après la loi, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a un système qu'il faut pouvoir comprendre quand on s'y trouve. Merci. Pour justement le cas du général Melingi Noumaï, il paraît même que le président n'était pas au courant que Melingi était en retraite. Je vous parlerai de rencontre dans le général Melingi. Il était colonel à l'époque. Voilà. Et apparemment, il lui a dit quelque chose. C'est le colonel à l'époque, il était colonel, qui dit au président que c'est même plus moi. Excellent, moi je suis en... Et comment ça? Qui vous a envoyé? Je vous parlerai de Charles Ndongo, mon grand frère Charles Ndongo, qui avait plié ses bagages pour partir. Donc il faut faire attention. Faire attention avec ces choses. Merci. Bernardo Basson, c'est vrai que nous devons faire attention, comme Roger nous le dit sur le plateau. Entre-temps quand même, respectons quand même aussi les textes. Oui, justement, Roger a abordé un élément sur lequel je voulais également m'appuyer, c'est que il a fait la différence qu'il y a entre le poste qu'on occupe par graduation naturelle et le poste qui est occupé par décret présidentiel. Généralement, lorsque c'est la graduation naturelle, lorsque le moment arrive, qu'on te l'ait notifié ou pas, tu vas voir ta hiérarchie pour dire, ok, mon anniversaire est arrivé, c'est l'heure pour moi de partir, qu'on te le demande ou pas. Au Cameroun, c'est le principe. C'est le principe. Maintenant, c'est ton boss qui doit te dire non, j'ai encore besoin de toi, reste là et on va trouver un acte pour te faire avancer ou pour te faire avoir une prorogation. Lorsque tu es nommé par décret présidentiel, sur le plan du droit, il y a le parallélisme de forme, c'est celui qui fait, qui défait. Voilà. Si l'âge de la retraite arrive et que tu dois aller en retraite, tu peux signifier quand même à la présidence que bon, mon âge est arrivé, je dois aller et tu attends. Et tant qu'on ne te dit pas part, tu restes, tu travailles. Et pareil même que pour le cas du Cameroun, à Bernardo, oui, si vous part du principe, vous signifiez même, c'est-à-dire que votre âge d'aller en retraite est arrivé et vous envoyez une correspondance au président de la République dans ce sens, je pense donc qu'on va vous tirer les oreilles. Justement. Quand vous pensez que le président est fou, et vous risquez même de regretter cela. De l'Arcel a cru devoir partir quand son temps était arrivé. Il avait été convoqué au premier ministère. Voilà. On lui a demandé si ça ne va pas dans sa tête. Qui vous a nommé? Est-ce que vous étiez nommé vous-même? C'est le président. Mais vous n'attendez pas que le président... Ça, je vous dis. Le gars commence à trembler. Parfait, il y a quelque chose de vicieux dans cela. En fait, quand vous allez signaler que votre âge de retraite est arrivé ou que votre mandat, les textes organiques disent... Pour les DG, c'est 3 ans renouvelables 2 fois. Donc 9 ans. Maximum 9 ans. Quand vous allez le faire, vous vous mettez à dos tous les autres collègues qui ont dépassé leur mandature. Donc les gars se disent que mais, voilà Niamey qui s'en va signaler notre situation. Si Biya se retourne maintenant, il commence à regarder toutes les situations. On peut même vous empoisonner. Il faut faire attention, c'est très dangereux d'aller signaler ce genre de choses. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que madame le recteur est la plus âgée de tous les autres recteurs? Je ne pense pas. Mais ce monsieur-là, on peut le soupçonner de vouloir déstabiliser les recteurs du Cameroun. Parce que tous les recteurs, ou presque, ont dépassé l'âge de la retraite. Tout à fait. Tous les recteurs, ou presque, ont dit, Minkwachi a dépassé depuis longtemps ton oncle. Pourquoi tu as seulement Je commence par ton oncle. Non. Je commence par d'autres personnes. Monsieur, le recteur Minkwa a bénéficié de prolongation. Mais je dis qu'il a dépassé. Donc ça, c'est un autre exemple. Bon, alors, celui qui va rappeler là-bas, le recteur de Yaoundé, le docteur, le professeur Soso a dépassé l'âge de la retraite. Bon, c'est mon frère du littoral. Donc, tu vois, je peux continuer presque tous. Le contrôleur financier a de mauvaises visées. En fait, il donne l'impression de s'attaquer à sa hiérarchie directe, madame le recteur de Ngaoundéré, mais il veut rappeler au chef de l'État que tous les recteurs là ou presque ont déjà dépassé l'âge. Alors que les gars attendent d'être nommés ministres. Oui, Bernardo, vous allez l'en chuter. En fait, Blériot a dit ce que je voulais, c'est-à-dire, après avoir planté le principe, il fallait dire que ce contrôleur financier-là s'attaque à plus fort que lui. Mais sur l'affaire Cavaille, président Cavaille, le président Nyat, au niveau du Parlement, parfait, ici, vous voulez qu'ils aillent se reposer. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont fatigués? Comment ça? Ils vont se reposer pourquoi? Dans notre système parfait ici, il faut bien comprendre que nos dirigeants sont conscients qu'ils n'ont laissé personne. Ils savent que même parfois leurs propres enfants ne sont pas suffisamment compétents, ne sont pas suffisamment intéressants ni intelligents, suffisamment productifs. Il n'y a qu'une infime minorité qui peut être productive. Donc, eux-mêmes sont conscients de ce que si maintenant ils ferment les yeux là, c'est un boxon total à l'arrière.
Du coup, comme ils sont charismatiques et ils ont un vécu, ils estiment qu'il faut rester là et que peut-être après leur mort, ce qui se fera après ne leur sera pas éclaboussant sur le visage. Mais à la réalité, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez nos élites, et vous regardez leurs enfants ou ceux qu'ils ont formés, vous voyez qu'il y a une génération qui est en train de se positionner là, aucune. Donc, merci c'est ça le problème. beaucoup. Hein. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire de l'actu presse de ce matin. Je prends un verre d'eau. La dénonciation de ce matin, comme d'habitude, est l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait, ici. Ce matin, je dénonce la violence une fois de plus. J'ai été approché par 3 personnes successivement qui m'ont fait le rapport selon lequel dans leur foyer, dans leur ménage, ces personnes-là sont victimes de violences de la part de leurs épouses. Donc ce sont des hommes qui sont battus et qui sont méprisés, c'est-à-dire ils subissent de la violence verbale et de la violence physique de la part de leurs épouses. Donc ils disent, on a tendance à vouloir protéger les femmes en estimant qu'elles sont victimes de violences, mais il y a aussi une violence parfois qu'on néglige, celle qui est faite aux hommes. Donc ces hommes-là aujourd'hui souffrent le martyre. Certains m'ont appelé pour qu'on ait des échanges plus ou moins intéressants pour que je puisse leur remonter le moral. Donc j'ai voulu aujourd'hui soumettre cela aux démineurs pour qu'on essaie de nous arrêter dessus afin d'apporter des solutions. Pourquoi vous riez, Roger Kiek, vous qui êtes habituellement très compréhensif et même conciliant, alors est-ce que ça fait pareil en pays bantou? C'est-à-dire, au lieu qu'une femme se plaigne que son mari, on dit ça comment, la maltraite, la violente, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est plutôt un barbu qui t'intercepte pour te dire, mon frère, il faut voler mon secours. Ma femme me tape à la maison, me brutalise. Est-ce qu'on est sérieux? On est sérieux. Vous avez vu le petit frère Ténor. Oui. Sa femme le violentait régulièrement. Elle est championne de taekwondo, etc. Là, sa femme lui avait mis une clé 14. Oui, tout à fait, le violentait. Il a dû s'entraîner régulièrement à la lutte traditionnelle. Et la dernière fois, il a tenu le coup. Ah bon? Il a tenu parce que celle-là le violente partout. Incroyable. Il tabassait déjà partout. Maintenant, il s'est comporté en vrai Africain. Je crois que désormais, pour venir le violenter, il réfléchira par 3 fois. J'avais eu une locataire de mon père. Je crois que c'était des gens de l'extrême nord. On était plus jeunes. La dame l'a tabassé régulièrement. Incroyable. Donc, chaque fois que le type veut parler, elle se lève, elle attrape par les pieds au sol. Boum, elle s'assoit dessus. Parce qu'elle était vraiment costaude. Et la faiblesse de ce monsieur, c'était par les pieds. Dès qu'on le prenait par les pieds, il était au sol et l'affaire était terminée. Et la femme s'asseyait sur lui. Elle s'asseyait sur lui. Nous allions lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand je grandissais un peu plus tôt, j'avais vu une dame, Ewondo, forte aussi, solide, qui tabassait son pauvre époux régulièrement. Surtout quand celui-ci a picolé un peu. Et un jour, il est sorti avec la dame, il l'a amené boire, ils ont picolé ensemble. La dame a saoulé. Et quand elle a saoulé, il a sorti la ceinture pour la tabasser aussi correctement. Il en a profité pour se venger. En réalité, avec un peu d'humour, nous disons que la violence, c'est de 2 côtés. Il y a des femmes extrêmement violentes. Je connais même des dames, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la violence physique, mais quand dans un couple, le type ne tient pas au niveau du porte-monnaie, elle lui avance du n'importe quoi. Violence verbale. Elle le malmène, elle le chiffonne parfois en public, etc. C'est terrible parce que chez nous, les Africains bantous, pour dire bantous, ou bien les Africains de la forêt, les Africains noirs, quel que soit le statut de la femme, elle doit se soumettre à son mari. D'abord, c'est biblique que la femme se soumette. Mais de plus en plus, à cause de notre modèle de vie, de notre modèle social, les femmes se font appeler femmes fortes et sont de plus en plus fortes. Elle peut décider de sortir quand elle veut, de rentrer quand elle veut. Elle peut. C'est difficile. Hein? Très bien. Je crois qu'il y aura un travail de fond et un travail de reliance ou de réarmement qu'il va falloir faire. Il faut discuter, il y a un travail que les sociologues, je sais pas, et les grands leaders de la société doivent mener pour essayer d'interpeller les femmes quant à leur place ou à leur statut dans un couple, dans le foyer et dans la société.
Pierre Blériot-Niemek de manière régulière. Nous pensions que ce sont les femmes qui sont violentées dans le cadre de leur foyer. Maintenant, Bernardo dit qu'il a été interpellé par certains hommes avec petit H qui n'arrivent plus à dormir. Ils ne savent plus à quel sens se vouer tellement ils sont violentés par leurs épouses. Violence physique. Oui, ça existe. Bien évidemment, il y a des manquements au niveau des naissances. Il y a des hommes qui sont pas hommes, bien sûr. Et chacun a la vie qu'il mérite. Ce n'est pas une question de force physique. Je le dis souvent, c'est une question de charisme. Vous savez, l'autorité, c'est une notion qui est très bien abordée par les philosophes. Quand un professeur d'université de taille moyenne, 1,65 m, demande à tout un amphithéâtre de se taire, ce n'est pas qu'il compte sur sa force. Gabriel Lepp, de regretter mémoire, avait un tel charisme. Moi, je ne compte pas sur la force physique, encore que j'en ai suffisamment, mais je ne compte pas sur... Ah bon? Oui, c'est clair. La nature m'a... Tu bagarrais régulièrement à Bourada? Je suis un gros bagarreur. Jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup changé. Ah bon? Donc, mais ce n'est pas sur ça que je compte pour soumettre mes épouses. Il n'y a même pas de projet de bagarre avec moi. Non, ce n'est pas en comptant sur la force physique. Parce que mes enfants, par exemple, sont déjà grands. Le premier garçon, il est bien costaud, c'est un boxeur. Tout à fait. Il s'appelle Bobby. Oui, je ne m'interroge pas de savoir s'il est plus fort que moi ou pas. C'est le charisme. Même s'ils sont 10. Quand je dis vous mettez dehors, vous mettez dehors. Vous vous agenouillez, vous vous agenouillez. Donc ça, être homme, c'est ça. Maintenant, quand vous n'êtes pas un homme, Keck décrivait les femmes qui entrent et sortent, les autres formes de violence. Il y a des femmes qui viennent avec leurs amants à la maison. Incroyable. Oui, à la maison. Ça existe. Connu. Un amant connu est reçu par le mari à la maison. Incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? C'est parce que vous avez votre charisme. Vous n'imaginez même pas la pousse. Ça Donc vous ne savez pas imaginer ça. Mais moi, j'ai vu un homme recevoir l'amant ou les amants de son épouse en ma présence. Ils mangeaient ensemble. Et l'amant dirigeait les débats. Donc, vous voyez, il y a aussi, comme nous sommes africains, une part de sorcellerie. C'est-à-dire que lorsque la femme, nous parlons là en africain, vous a dominé du point de vue spirituel, mystique, elle vous soumet. Tout à fait. Les actes de la journée sont de simples actes. Vous devenez donc son épouse. Donc moi, je ne vais pas pleurer pour celui-là. C'est sa condition. Mais que doivent faire ces gens d'hommes quand même, hein? Il faut peut-être proposer quelques solutions. C'est aussi le but de la dénonciation. Si vous êtes un homme et que régulièrement votre femme vous passe à tabac, est-ce qu'il y a un conseil? Comment vous arrivez non, on n'épouse pas toute femme. C'est pas toute femme qui est faite pour être épousée. Quand vous allez épouser une femme, c'est comme lorsque vous choisissez une carrière. Déjà. Il faut choisir ce que vous pouvez. Lady Pons dit qu'il faut manger ce que tu peux. Tu peux faire, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas seulement du point de vue physique. Allons plus loin, même sexuellement. Lorsque vous n'êtes pas à même de satisfaire une femme sexuellement, ne la prenez pas comme épouse. Si elle vous domine sexuellement. Si elle vous domine sexuellement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas votre épouse. C'est l'épouse de quelqu'un d'autre que vous êtes en train de garder chez vous. Vous êtes en train de gâter. Vous dérangez. Non, il y a quelqu'un qui peut le faire. Vous ne pouvez. Je vais chuter en disant. Les Éondos disent que la femme est comme le maïs. Ici, celui qui a les dents. Si tu n'as pas les dents, tu ne peux pas coquer le maïs. Je conclue en disant. Je conclue avec cet aphorisme comme solution. La femme qui refuse de vous cuire un œuf, une omelette, sur le feu à gaz, cuit du haricot au feu à bois chez quelqu'un d'autre. Celle qui refuse de vous faire un œuf au foyer à gaz, l'œuf ça prend 2 minutes. La même femme souffle le foyer à bois chez un autre pour cuire du haricot. Vous voyez, la même, je n'ai pas dit 2 femmes.
Donc, vous devez distinguer celle qui est la vôtre, Merci. celle que vous pouvez dominer et celle qui n'est pas la vôtre. Merci beaucoup, Pierre Blériot, Paul Fils et Lundu. Il y a un grand cousin, hein, je pense que c'est M. Ekaona, qui est le président, je pense, de l'association des violences faites aux hommes. Je l'ai reçu sur ce plateau, je riais un peu quand je le présentais, et il me disait, parfait, c'est très sérieux. Je lui dis, ben non, tu déranges. Tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de défendre les hommes violentés. Et il me dit, oui, il y a les hommes battus. Alors, finalement, en pareille circonstance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Que l'homme se sépare de cette femme? Ou alors il faut parler à ces femmes qui ont l'habitude de tabasser leur mari, que pardon, il y a la société qui vous regarde, soyez indulgente. Oui, en fait, le grand frère Béro avait déjà tout dit à propos pour dire que c'est comme on fait son lit qu'on dort. Et si on fait mal le lit, on va mal dormir. Donc, si l'homme, certainement, si des situations arrivent et il se maintient dans un tel mariage, ça veut dire que parfois, il y a certains hommes, moi je suis étonné, ou certaines femmes qui aimeraient peut-être avoir des preuves d'amour quand ils sont peut-être fouettés ou bien elle est fouettée par son mari. Ça existe chez nous, c'est connu. Mais si toi tu vas aller conseiller un tel monsieur, tu deviens automatiquement un ennemi. Donc pour dire que la violence elle est condamnée, mais parfois pour comprendre ces situations, il faut être là, avoir tous les contours de la relation, tous les contours de l'affaire, tous les contours du mariage entre ces deux personnes pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Mais tant que vous n'avez pas, et vous êtes un observateur de l'extérieur, c'est délicat parce que en voulant donner même un conseil, vous êtes mal vu par le couple qui peut s'arranger plus tard. Et si vous êtes de la même famille, si c'est votre frère, longtemps vous n'alliez plus vous saluer tant qu'il y a ce mariage. Donc, nous devons dire, en fait, moi je suis en disant que la violence sous toutes ses formes n'est pas bonne. Et ça tombe juste comme c'est la fête internationale de la femme. Comme elles disent que égalité entre les hommes et la femme. Mais nous devons leur dire que nous sommes africains. L'homme et la femme doivent être soumises et la femme doit reconnaître sa place. Que vous soyez colonel, que vous avez fait des arts martiaux, que vous soyez magistrat. Quand vous avez votre mari déjà en face, vous prenez votre position. Quand on arrive au lit, les arts martiaux s'arrêtent là. Et que chacun reconnaisse sa place. Maintenant, aux hommes d'assumer leur autorité, nous sommes bantous. Ça veut dire qu'il faut faire asseoir votre autorité par votre personnage même d'abord, comme il le disait. C'est pas une question de force physique, c'est le charisme, c'est la manière de gérer, c'est la façon d'appliquer la loi et de mener même la maison pour le bien de toute la famille, comme on dit en gros, un bon père de famille. Très bien. Bernardo Basson, que faisons-nous au finish? Parce que lorsque vous avez quand même un homme qui est régulièrement bastonné, je présume qu'il n'a plus de considération dans son propre foyer, aucune considération au niveau de sa propre famille, aucune considération au niveau du quartier, mais c'est un cas social très important. Parfait, ici. La première des choses que je vais dire, c'est que les éléments d'affirmation de la masculinité dépendent selon qu'on soit sur le plan spirituel ou sur le plan social. Oui. Sur le plan spirituel, on se fait affirmer soit par sa capacité à gérer les émotions, soit par sa capacité à entretenir de très bons rapports sexuels qui soumettent la femme. Non, le rapport sexuel soumet la femme. Fondamentalement. Ah bon? Impondérablement. Sur le plan social, on se fait affirmer de manière classique, soit par ses avoirs, soit par ses savoirs. L'avoir peut être un avoir pécunier, un statut social, donc chef traditionnel, tout ce que vous voulez. Un talent exceptionnel. Donc, quand on dit un avoir, un talent c'est un avoir, parce qu'il est naturel, mais c'est un avoir. Soit par ses savoirs. Lorsqu'on est en situation de crise, le bagage qu'on a nous permet de soumettre les autres par la taille et la qualité de nos savoirs. Donc, dans un foyer, il faudrait que l'homme sache que dans les deux dimensions,
il doit avoir des éléments d'affirmation de manière stable. Sinon, c'est un premier problème. Le second problème, c'est que, culturellement parlant et mystiquement parlant, la femme gère très mal un certain type de pouvoir. C'est pourquoi, quand une femme a plein d'argent, elle va mépriser l'homme. Pourtant, l'homme, quand il a plein d'argent, il aime la femme, la belle famille, les beaux-frères même les plus lointains. Pourtant, quand la femme a l'argent, parfois même tes frères, elle t'interdit de voir tes propres frères. Tout à fait. Donc, il y a certains pouvoirs que les femmes gèrent très mal. Et donc, dans le foyer, les femmes ne savent pas gérer le pouvoir de la gestion de la famille dans le sens des rapports sociaux. Dans le sens des rapports avec les enfants, elles gèrent bien. Mais les rapports homme-femme, elles gèrent mal. Quand elles dominent, elles abusent systématiquement. Beaucoup d'hommes aussi le font, ceux qui sont mal éduqués. Mais systématiquement, l'homme qui a un pouvoir dans la famille s'occupe des autres. On en parlait ici il y a quelques temps, des femmes qui viennent dans des foyers, qui trouvent des hommes avec des enfants et martyrisent les enfants là. Et des hommes qui, quand ils prennent des femmes qui ont des enfants, les aiment comme leurs propres enfants. La troisième chose que je vais dire parfois ici et que j'ai relevé dans mon petit calepin, c'est que les questions émotionnelles en Afrique sont quand même fortement sous-cotées. Et je le regrette. Et là, je ne suis pas d'accord avec M. Nyemek. Parce que on dira que ce sont des choses des blancs, arrêtez de vous plaindre. Mais M. Nyemek est philosophe. Et il est un bon philosophe, pas littéraire. Donc il la pratique, la philosophie. Et il sait que, en fonction de l'environnement, on développe certaines choses. Et il n'est pas toujours bon de rejeter les personnes qui ont des soucis émotionnels au motif de ce que sont des choses des blancs. Il y en a qui dépriment près de nous, mais on ne le sait pas. Il y en a qui sont chagrinés près de nous, et on doit prendre sur nous de les accompagner à résorber leurs peines. Parfois ici, dans votre environnement, beaucoup de personnes dépriment, beaucoup souffrent. On ne doit pas les rejeter en disant... Beaucoup d'hommes sont bastonnés. Beaucoup d'hommes sont violentés par les femmes. Ça peut pas être la bastonnade, ça peut être juste des mots. Parfois ici, dans un monde classique, quand vous voyez beaucoup de personnes aller très tard dans les bars, c'est un signe de stress permanent. Oui, tout à fait. Quand vous voyez beaucoup de personnes être accro au téléphone ou aux autres éléments, c'est un signe de mauvaise santé mentale. Parce que ces gens n'arrivent pas à avoir un dialogue intérieur équilibré. Lorsqu'elles sont sans téléphone dans le noir, entre ce que la tête dit et ce que le cœur dit, il y a de la tristesse. Comment ma vie est, avec ma femme, mes enfants, la pension, le foyer. Du coup, il faut trouver un élément addictif pour sortir de là. On peut prendre un téléphone, on prend la télé, etc. Parfait, ici, ce que je dis, vous allez voir. Donc, pour moi, ces gens, je ne les rejette pas. Parce que la santé mentale est très importante. Et je ne dis pas qu'il faudrait encourager les gens à plancher et à se plaindre, mais plutôt leur donner les outils pour avoir des solutions pour faire face à cela. Et je sors par le fait que il faudrait que les hommes et les femmes comprennent que on se marie par compatibilité d'abord et non par amour. Parce que l'amour vient, ça part. Merci mais quand on est beaucoup, compatible, on finit par cohabiter. C'est vrai que je causais avec mon père il y a une dizaine d'années. Blérieux qui connaît bien mon père depuis une trentaine d'années, nous causons comme deux vieux amis. Il y a dans une dizaine d'années, il me dit, mon fils, tu sais, pour être sûr que tu contrôles ton foyer et que tu contrôles ta femme, il faut avoir le dessus sur elle, sur trois choses fondamentales. Je lui demande lesquelles. Il me dit, première chose, c'est toujours important de savoir que tu as plus d'argent que ta femme. Oui, les avoirs. Il me dit, note 1. Je lui dis 1. Il me dit, deuxième chose, il faut toujours te rassurer que au niveau du lit, c'est-à-dire que quand on est au niveau du lit, on appelle ça chez nous la bagarre de la couverture, mais c'est même finger. On me comprend bien. Que tu domines également ta femme, donc sur le plan sexuel. Et il me dit, la troisième chose, c'est qu'il faut toujours te rassurer que tu domines ta femme sur le plan physique. C'est-à-dire que si elle dérange, il y a vraiment beaucoup, tu la tabasses et elle-même sent qu'elle veut vraiment bagarrer, mais tu es plus fort physiquement qu'elle. Il me dit, si tu as les trois choses là, tu as une femme.
Je prends un autre verre d'eau. Avant de prendre l'instant de l'analyse de ce jour, nous allons d'abord lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour le plateau, merci à Monsieur Niemek. Ces analyses éveillent vraiment nos consciences. Bonjour le sac de modérateurs. Parfait, ici, les relations entre le recteur et le contrôleur financier spécial de cette université sont exécrables. Bonne preuve de cela, la correspondance du recteur au pasteur DG de la CONAC. Dans cette correspondance, Madame le recteur dénonce les pratiques de corruption et de tripatouillage financier entre le contrôleur et le PCA qui avalise la démarche de ce dernier. Cette affaire n'a pour objectif que l'assombrissement de l'image de cette manager. Pour la dénonciation, il y a des hommes qui adorent se faire violenter et qui tirent un plaisir à subir des coups de fouet. Je pense que ça sont des choses des blancs. C'est nos choses. Ah bon? Je venais dire. Blériot a raison. En la femme qui est tienne, l'idée de violence ne peut germer. Je connais un homme d'1m50, 68 kg, qui a une femme de 138 kg et cette dernière l'appelle toujours papa. C'est un talentueux et génial bombardeur du Kosovo. Un dicton chez nous, l'enveleux dit qu'un rapport avec une femme, c'est la bagarre. C'est une épreuve de soumission qui impose le respect. Fabrice Tama, doctorant, UVPD de Perpignan. Merci beaucoup. Doctorant en Kosovo. Autre message ce jour. Par ça, il sait le mot. Le Kosovo, t'as fait quoi? Donc, comme c'est le doctorat, c'est une zone qui est en guerre. C'est moi qui parle du Kosovo aujourd'hui. Non, mais c'est toi qui avais sorti l'expression bombardement du Kosovo. C'est parfait. Bonjour Perfecto, j'espère que vous allez bien. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec Blériot. Je t'assure parfait, si tu niasses bien ta go jusqu'à ses pieds tremblent, elle te respectera toujours, peu importe qu'elle soit physiquement forte que toi. C'est vrai parfait ici. Donc quand les pieds tremblent, c'est que c'est bien fait. Ah bon? En conclusion, l'homme, ce sont les reins. C'est de là que vient ton charisme vis-à-vis de la compagne. C'est David, hein, depuis Borada, le voisin de Blériot. Le voisin de Blériot. On va retrouver notre ami du Burkina Faso. Nous sommes au 226. Salut le plateau. Oh, Camerounais, attention avec l'héritage que vont vous laisser la grande classe politique d'un certain âge. Blériot vient de rappeler ceci. Un vieillard qui ne prépare pas bien sa succession laisse plutôt une place au chaos après sa mort. Pour exemple, vous avez l'histoire tourmentée de la Côte d'Ivoire, ce que le président a laissé comme héritage. Donc, attention. S'agissant de la dénonciation, sans commentaire, pour ceux qui acceptent d'être battus. Paul, depuis Ouagadougou. Autre message, bonjour, parfait, Aïssi. Il dit bonjour, Aïssi Adalbert. Concernant la dénonciation, en réalité, pour qu'un homme soit respecté, il faut respecter 3 critères. Bien, l'agnace, rationnée chez toi, même si elle gagne plus d'argent que toi et la dominer spirituellement. Si tu ne peux pas faire ça sur une femme, mieux tu laisses. Il y a un journaliste qui a disparu depuis... merci, hein. Niemek ne veut pas... Quoi? Non, ça n'a rien à voir, mon ami. Autre message ce jour. Alors, bonjour les démineurs. Bonne analyse pour la dénonciation. C'est Étienne Eluna Bita qui envoie le message. Autre préoccupation. Alors, bonjour. Je pense à un message personnel, hein. Une fille qui me demande, il dit bonjour, comment tu vas? Bon. Bien. Moi, je parlais des choses sérieuses. Alors, bonjour, Perfecto, toujours très élégant comme d'habitude. Je vous assure qu'à part le recteur de l'université de Ngaoundéré, nous avons également tous les gouverneurs du Cameroun qui sont déjà à l'âge de la retraite. Je vous assure, allez vérifier. Le Cameroun est un pays où les jeunes sont en retraite et les vieux sont en fonction. En ce qui concerne la dénonciation, la qualité des femmes là, mais bimo coupe à elle. À
Aboubakari d'amour de la ville de Garoua. Autre message ce jour. Parfait, ton pote Niemek ne ressemble même pas à un fort. Pour être plus sérieux, je vous aime. Bonjour. Le dit que tu ne rends même pas un fort. Bruce Lee n'était même pas trop musclé, hein, mais c'est un autre. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto à tout ton panel. Concernant la dénonciation du jour, moi je pense que chaque homme, avant de se marier avec une femme, devrait d'abord faire l'ongambi. C'est chez les Bassa, là. Oui, mais vous avez ça dans toutes les langues. Chez vous, c'est l'ongam. Logam. Ouais, C'est tout. même chez nous, c'est l'ongam. Voilà. Mais tu as beau faire l'ongam. mais parfait. Mais est-ce que l'ongam va te dire si ta femme est plus forte que toi? Voilà. Le Gambi te démontre juste des éléments comme par exemple la entre les lignées, il n'y a pas compatibilité, d'incompatibilité, il n'y a pas eu d'inceste, il n'y a pas eu de crime. Voilà. L'ongam ne te donne pas la force sur la couette dont tu parles. Ou alors la performance sous la couette. D'accord. Autre message, non pas autre message, on continue. Donc, bonjour par Perfect et à tout le panel. Concernant les notions, moi je pense que chaque homme, avant de se marier avec Von oui, doit faire. Après avoir fait cela, il faut de temps en temps tester ta femme niveau physique. Car si une femme met ton dos au sol, ne l'épouse pas. Sinon, c'est toi qui deviendras la femme pour toute la vie. Et comme Blériot l'a si bien dit, c'est aussi une question de charisme. Car un homme qui manque de charisme, ça ne vaut pas la peine. Je suis une femme et je sais de quoi je parle. Mais retenez que la violence n'est pas bien dans la vie de couple. Bonne journée à vous, c'est Pancras de Guidère. Pancras, on est d'accord. La violence n'est vraiment pas bien en couple. Mais, il y a un mais. Il y a des femmes, hein, je ne sais pas si je dois raconter cette histoire. Il y a des femmes très zélées. Je ne sais pas si c'est une bonne histoire. J'avais eu à l'époque, une copine. Elle avait fait les arts martiaux. Jusqu'à devenir même ceinture noire. Un jour, elle avait aimé mon téléphone. Elle appréciait plus mon téléphone. Elle a demandé qu'on fasse l'échange. Donc elle a pris mon téléphone et moi j'ai pris son téléphone. 4 à 5 jours plus tard, elle me rappelle. Elle me dit que non, le téléphone que moi je lui ai donné dérange déjà. Je lui dis, mais comment? Quand tu as pris mon téléphone, ça ne dérangeait pas. Elle dit, non, il faut qu'on échange encore. Qu'elle revienne prendre son téléphone et qu'elle prenne mon téléphone. Elle dit, non, elle ne peut pas. Parce que quand elle était de mon téléphone, ça ne dérangeait pas. Maintenant, toi, tu ne peux plus maintenant me donner un téléphone qui dérange. Bref, on commence cette discussion. Et elle me dit, de toute façon, moi, j'arrive là-bas. Bon, moi, j'ai cru que c'était la blague. Elle est arrivée. Elle me trouve à la véranda. J'habitais encore seul. J'avais une petite véranda là. Elle me dit, donne-moi le téléphone. Je dis, je ne donne pas. Donc ça devient comme, donne-moi le téléphone, je ne donne pas. Donne-moi le téléphone, je ne donne pas. Après, elle me tient par la main et elle veut me tourner la main. C'est-à-dire comme si tu tiens la main d'un enfant, tu veux tourner dans la main, tu tords la main et tu veux donc arracher le téléphone par force. Ok. Il me rend donc compte que la fille, c'est un peu sérieuse. J'oppose une résistance. Et quand j'oppose, elle me dit, je ne veux pas te faire honte. Ok. Nous sommes au niveau de faire honte ici. Bernardo, la fille là m'a appliqué une claque. Bam! Tu sais, quand on t'applique une claque ou un coup de poing, tu évalues un peu l'intensité. Je vois vraiment que non, ce n'était pas une claque amusante. Et que si vraiment je ne fais pas attention, elle va vraiment me faire honte. Bon, quand elle m'a pris la plaque comme ça, et il y avait un voisin qui avait vu. Il fallait laver ton nom. Je reste donc tranquille. Après, je dis, bon, je vois que tu veux vraiment bagarrer. Elle dit, c'est un avertissement. Blériot, quand elle est revenue vers moi, parce que là, il fallait sauver mon honneur, j'ai vu, bon, je vais nous faire comme en route. C'est-à-dire, elle est revenue vers moi. Le coup de tête était magistral. Ça a coupé ici. Elle a sauté, elle allait tomber comme ça, le sang jaillissait. Les voisins sortaient en courant et tout ça et tout ça. J'ai dit, bon, vraiment, moi je ne voulais pas que tu me fasses honte. Parce que chez nous, les Bantous, une femme, ça ne fouette pas l'homme. C'est ça. Jamais. Et on était obligé de la porter, on l'a amenée à l'hôpital, perfusion de ceci, j'ai payé. Au bout de 2 jours, elle s'est remise et elle a voulu qu'on continue encore l'amitié. J'ai dit non. Parce qu'à cette allure, quelqu'un, moi je ne veux pas avoir honte un jour. Ou bien quelqu'un va finir par vraiment tuer l'autre un jour. Parce que moi, je ne vais pas accepter d'avoir honte. Et je risquerais de utiliser les méthodes très fortes. Je ne vais plus regarder que c'est une femme. Parce que j'ai peur d'avoir honte.
On prend encore une autre transition. Trop d'histoires racontées en off, trop d'aventures. Je préfère simplement que nous restions au niveau de l'instant de l'analyse de ce jour. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous parlerons, et nous parlons d'ailleurs, de l'assassinat de Martinez Zogo. Pour l'instant, certaines personnes ont été inculpées et d'ailleurs envoyées en prison. L'interrogation de ce jour est de savoir qui a finalement tué Martinez Zogo. Je passe d'abord la parole à Paul Fils Elundu. Paul Fils Elundu, on vous connaît très actif, je l'ai dit tout à l'heure quand je vous présentais sur les réseaux sociaux. C'est donc une affaire que vous suivez avec, je présume, grand intérêt. Où en êtes-vous? Quel est le regard que vous posez actuellement sur cette affaire à ce niveau de l'enquête? Oui. En fait, merci pour l'interrogation. Je voudrais signifier que avant les conclusions de l'enquête préliminaire, je n'ai pas pris parole parce que à côté de ma casquette de journaliste, j'ai fait droit. Parce que nous, on nous enseigne en droit que quand une affaire est en cours, il est difficile de la critiquer ou bien de faire un commentaire au risque d'influencer le processus normal que cette affaire doit suivre. Mais je peux vous dire qu'il y a eu un dénouement samedi où certaines personnes ont été placées en détention provisoire. Et la question de la population reste qui a finalement assassiné. Parce que quand on a lu les motifs, par exemple, vous prenez par exemple l'inculpé Amoro Belinga. Le motif, c'est complicité de torture par aide. Vous allez voir l'inculpé Maxime Eko. Vous allez voir enlèvement et violation de consignes. C'est la même chose pour le colonel Danwe et les autres commandos qui ont été finalement inculpés. Et à la question de la population revient toujours, on ne voit pas l'assassinat dans tout ce qu'on a dit. Et nous aussi, on s'est interrogé, mais déjà, il y a déjà une matière qui nous permet déjà de laguer sur cette affaire qui devient de plus en plus compliquée. Je voudrais dire ceci que en droit, il y a un principe qui voudrait que lorsqu'il y a une infraction, je veux dire une infraction, on prend la haute qualification entre assassinat, qui est de l'article 276, et la torture, qui est 263, alinéa croix. Je pense que c'est la torture qui est le fait le plus haut en matière même de punition, parce que l'assassinat, il y a c'est 20 ans d'emprisonnement, ou bien 10 ans d'emprisonnement. L'assassinat? Non, vous vous trompez. L'assassinat, c'est la condamnation à mort. Et maintenant, la torture entraînant le meurtre, c'est la condamnation à vie. Voilà. Donc, je voudrais dire que, en réalité, pour le moment, l'enquête ne fait que prendre l'envol. Et le peuple doit être patient parce que les éléments sont des éléments primaires pour analyser de plus en plus, parce que l'affaire, quand ça va quitter l'instruction, va le jugement, on va questionner tout ce qu'il y a comme acteur, qui s'y a comme témoin, qui seront auteurs et co-auteurs seront interpellés à ce moment-là. Très bien. Donc, merci. On peut dire au peuple de patienter ou bien au public de patienter, mais on peut comprendre parce que l'affaire, il y a eu peu de communication de la part de ceux qui étaient en charge de l'enquête. On comprend que c'était le tribunal militaire, c'est la grande muette, mais on a vu aussi que le gouvernement, qui à un moment donné, à travers le ministère de la Communication, n'a que fait que de menacer la famille de la communication, qui à un moment s'est débrouillé avec peu de moyens pour donner l'information à la population. Vous allez voir, vous avez aussi eu ce même phénomène où des amis, des personnalités vous appelaient que qu'est-ce qu'il en est, vous êtes à quel niveau, et on avait cette pression-là de donner l'information, mais on était bloqué parce que certaines sources n'étaient pas vraiment accessibles. Très bien. On peut dire aujourd'hui qu'il faut une autre façon de faire
pour que il faut faciliter la tâche aux journalistes que de venir condamner et rappeler le professionnalisme quand on ne les encadre pas. Merci beaucoup, Paul Fils Elundu. Roger Kiek de Kiki. C'est vrai que quand je préparais cette émission, j'avais une première problématique que je voulais poser ou bien au niveau du libellé. Je voulais d'abord dire Martinez Zogo torturé ou assassiné. Et là, c'est une question qui a créé véritablement de l'embrouille au sein des populations, dans la mesure où, pour l'heure, certains pensent que l'affaire Martinez, nous nous sommes arrêtés juste au niveau de la torture. Et beaucoup ont même pensé que nous ne voulons plus évoquer le cas de l'assassinat. C'est ce qui fait, entre-temps, qu'ils sont nombreux, les Camerounais et autres personnes qui suivent l'affaire à l'international, qui parlent d'un brouillard. Bon, c'est une grosse affaire. C'est une affaire compliquée et une affaire qui n'est pas simple. Parce que quand les chefs d'inculpation tournent autour de la filature, parce qu'il y en a eu une, de l'enlèvement et de la torture, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à torture? Est-ce à croire que Martinez est encore vivant? Mais nous savons très bien que le corps inerte qui a été exposé quelque part en état de décomposition et de putréfaction, laisser apparaître des sévices corporels, c'est-à-dire que laisser croire que Martinez avait été brutalement et sauvagement torturé et assassiné. Parce que la torture elle-même peut entraîner la mort. Tout à fait. Je vais vous lire la définition de la torture dans le dictionnaire universel. La torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux. Je m'arrête là. La torture peut conduire à la mort. Donc, qui a tué Martinez Zogo? Vous avez un commando d'une vingtaine de personnes, des membres de nos, j'ai failli dire, nos forces spéciales, c'est-à-dire des agents de renseignement, acteurs d'opérations spéciales, des gens surentraînés, des spécialistes, qui ont organisé la filature. À la tête de ce commando, vous avez un colonel de gendarmerie. Il dit ils ont créé un groupe WhatsApp. Ils regardaient les mouvements quotidiens de Zogo. Comment est-ce qu'il se lève le matin, il sort, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il s'assoit. Ils l'ont observé comme ça pendant une dizaine de jours avant de donner l'assaut final. Comprenez. Et ces gars-là, c'est là où vous sentez la préméditation, puisque ce sont des grands militaires, c'est pas n'importe qui. Pour donner l'assaut final, ils ont préparé les équipements qu'il faut pour cela, et c'est pas les équipements n'importe lesquels, parce que dans le contre-espionnage, c'est des gars qui utilisent des équipements sophistiqués pour torturer les ennemis du pays, parce que c'est des gars payés pour protéger les pays le pays de la menace extérieure ou intérieure. Bon, alors, ils ont kidnappé et disent qu'ils avaient envie de lui filer la peur de sa vie, de lui donner une bonne leçon et de le laisser. Ils prétendent que, après l'avoir suffisamment effrayé, ils l'ont laissé quelque part et que ce dernier respirait encore. Donc, ils ont réduit sa respiration. Il respirait quand même encore un peu. Est-ce que quelqu'un qui est torturé et qui respire encore un peu peut tenir jusqu'au petit matin? Je ne sais pas, parce que s'il respirait bien, il aurait pu s'enfuir, aller chez lui ou se rendre dans un hôpital. Ils prétendent qu'après l'avoir laissé, il y a un deuxième commando qui serait venu le coup dans le coup, achever le travail, parce que ce commando aurait infiltré leur groupe WhatsApp, leur groupe opérationnel, et savait que écouter leur discussion pour savoir qu'on l'a laissé à tel endroit. Mais c'est une affaire extrêmement complexe, parce que je vais vous dire, moi, Martinez était un frère et ami. Jean-Pierre Mugubelinga est mon grand frère. Je connais bien, je l'ai pratiqué. Je ne me réjouis pas souvent des malheurs de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne tire pas sur quelqu'un qui est dans un corbillard. Pas du tout. Mais je peux vous dire que
quand vous voyez le directeur du contre-espionnage, son presque second directeur des opérations, une vingtaine de militaires, commandos, des gars surentraînés, arrêtés pour une telle affaire, c'est pas une affaire simple. Parce que Amuro Benga, bien qu'il ait de l'argent, n'a pas le pouvoir et les capacités de mobiliser un service de contre-espionnage. C'est-à-dire que parce que ces services-là, c'est comme la CIA, c'est pas n'importe qui peut. Il faut une décision parfois puissante qui est déclenchée de quelque part plus haut. Et je pense que d'où son motif. Les techniciens sont en train de travailler. Le motif. J'ai vu les inspecteurs de police judiciaire faire des choses. À un moment donné, je me demandais, est-ce qu'ils ne sont pas en train de vicier la procédure en menant des perquisitions irrégulières pour provoquer son annulation plus tard? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens peut-être puissants, des personnes puissantes qui peuvent tirer des ficelles de quelque part. Mais les gens qui nous regardent, nous sommes suffisamment courageux quand même pour parler de cette affaire. Elle n'est pas simple. Mais que vous allez chuter qui nous regardent sachent que le but des enquêtes préliminaires n'est pas de trouver les assassins. C'est de dégager un certain nombre de faisceaux d'éléments qui vont permettre désormais aux juges de pouvoir travailler sur une multitude de pistes pour aller vers les coupables qui seront finalement trouvés. Donc, c'était une enquête préliminaire. Ne dites pas qu'on a... Non, on peut même au finish requalifier les chefs les faits. Mais je voudrais aussi vous dire, attention, pour terminer là, vendredi dernier, et ça je vous dis, vendredi dernier, le conseiller technique numéro 3 du ministre des Finances et le secrétaire général du ministère des Finances ont été convoqués au secrétaire d'État à la Défense. Dans le cadre de quelle affaire? Dans le cadre du dégrèvement de la dette fiscale de Vision 4. J'ai l'impression qu'il y a des affaires dans les affaires et que la suite de ces affaires-là risque de nous prendre du temps et de nous conduire dans des labyrinthes extrêmement compliqués. C'est pas une affaire simple. Et je peux vous dire que ce type d'affaires-là mobilise souvent à la fois des décisions, une gestion judiciaire, mais aussi une gestion politique. Parce que ça finit par être une affaire extrêmement politique. Merci. Merci à Roger pour cette lecture. Je passe la parole à Pierre Blériot-Niamec. C'est vrai que Roger a commencé déjà à donner quelques éléments de réponse. On a la nette impression. Des pistes de réflexion. Voilà, on a la nette impression que le peuple a soif de savoir qui a commis cet odieux crime, ce crime crapuleux. Lorsque nous avons eu ces éléments depuis samedi matin avec les principaux suspects qui, pour l'instant, qui ont été inculpés, on a eu la nette impression, Blériot, que le peuple est resté dans sa soif en disant que mais finalement, donc, qui a tué Martinez? Parce qu'on parle au co-auteur, on parle de complicité, on parle qui l'a tué? Qu'est-ce que vous dites à ce peuple qui a soif de justice et qui vous regarde ce matin? Alors, je ne vais pas être grandiloquent, je vais dire les choses pour que le peuple les comprenne. Et qui a tué Martinez Zogo? C'est Dangwe qui a tué Martinez Zogo. Écoutons-nous bien. C'est Dangwe qui a tué Martinez Zogo. Écoutons-nous bien. Personne n'a dit à Dangwe de filer Martinez. Martinez n'a pas demandé à Dangwe de le filer. Martinez n'a pas demandé à Dangwe de l'enlever. Martinez n'a pas demandé à Dangwe de le torturer. Quand Dangwe dirait qu'il n'a pas laissé mort, il a laissé amocher. Il a réduit sa respiration. Il a réduit sa respiration. Et qu'un deuxième commando serait arrivé, c'est parce que Martinez était dans cet état-là, si on prend cette hypothèse-là, que ce deuxième commando a pu venir l'arrêter là et achever ce que Dangwe avait commencé. Donc c'est Dangwe qui est entré dans la vie de Martinez Zogo. Et c'est Dangwe qui dit que lui, il a filé, enlevé et torturé Martinez Zogo. On comprend déjà jusque-là. Deuxième chose, c'est encore Dangwe qui a tué Martinez Zogo parce que je ne comprends pas. Moi, je connaissais
physiquement Martinez Zogo. Quelqu'un s'est amusé là à dire que je ne suis pas fort physiquement. Je le suis. Moi seul, je tapais Martinez Zogo avec les mains. Donc je ne comprends pas pourquoi Dangwe a cru devoir mobiliser autant de personnes pour Martinez Zogo. Martinez ne faisait pas 70 kilos. Non, je ne comprends pas vraiment. Ah, la seule présence d'autant de personnes pouvait tuer Martinez. C'est-à-dire que si les gens qui doivent vous torturer sont si nombreux et si costauds, Une crise cardiaque peut vous en... ça peut vous provoquer simplement la crise cardiaque en les voyant. Ajoutons que dans les tortures, l'autopsie du légiste dit que Martinez Zogo a été pénétré. Bon, je n'ai pas le secret de l'audition. Est-ce que Dangwe dit que ce sont ces éléments qui ont sodomisé Martinez Zogo? Parce que si vous avez déjà sodomisé un homme, nous en Afrique, vous l'avez tué. Vous voulez qu'il vive encore comment? Tous ces costauds-là, s'ils sont costauds ailleurs aussi, on peut imaginer ce que notre frère a subi. Donc, à partir de là, on a déjà l'auteur du crime de Martinez. Lui-même a dit que c'est lui. Les questions, pourquoi il a répondu, il a accepté facilement. Non, je me l'ai posé avant. C'est après avoir étudié le personnage d'Angwe que j'ai compris. Vous savez, il y a deux types de personnes sur la terre. Il y a des gens qui assument les actes qu'ils posent de manière martiale. C'est-à-dire que c'est des hommes. Et parmi les militaires, ils le savent, il y a deux types de militaires. Il y a des militaires qui ont peur, qui demandent pardon. Il y a d'autres qui disent non, j'ai fait tel acte. Je suis militaire de bout en bout. Et c'est comme ça que Dangwe s'est comporté. Il n'a pas eu besoin qu'on le torture. Parce qu'il n'y a même pas, il y a pas garçon pour torturer Dangwe. J'ai fait des recherches sur Dangwe. Il a souvent mené des missions où il joue à être fou. Il passe pour un fou. Dangwe, c'est un habitué. Il fait des voyages pour aller faire des filatures, des enlèvements. Il passe pour le fou pendant des mois. Si un individu est capable de passer pour un fou, vous pensez que vos tortures... Non! Il a juste dit, ben, je suis un officier supérieur, je vais pas... Et puis j'ai servi. Je vais me retirer dans la dignité parce que c'est fini pour Dangwe. C'est fini. Il n'y aura plus jamais de Dangwe colonel au Cameroun. C'est fini. Il a participé à cette affreuse affaire. Donc il s'est comporté au moins en militaire digne. Retenez cela. C'est-à-dire pas qu'il vienne trembloter, un militaire qui se met à genoux, qui pleure. Il dit non, je l'ai fait. Est-ce qu'il dit vrai jusqu'à la fin, qu'il n'a pas achevé? Qui est venu achever? Qui lui a dit de commencer? Maintenant, vous parlez, les termes juridiques compliquent l'affaire. On n'est pas complice de quelqu'un. Ça, c'est le quartier. On est complice d'une infraction. D'un acte. C'est-à-dire, la loi dit que vous êtes complice de l'infraction. Donc, celui qui est cité qui est taxé de complicité par aide, pour dire ça au Cameroun, on ne veut pas dire qu'il a aidé Dangwe. Non. Il n'est pas complice de Dangwe. Ça, c'est en littérature. Il est complice de toutes ces choses-là, de ces infractions-là. Il est donc complice de la torture. C'est en cela qu'il est complice. Il y a apporté, selon la qualification, sa participation. Cela répond donc déjà jusque-là à qui a enlevé et tout. La conclusion, s'il y a eu un deuxième commando qui s'est mêlé à l'affaire, j'avais dit d'entame, vous n'avez même pas... On devra aller jusque-là. On va retrouver cela. Mais sachez que la punition qui sera infligée à ce commando, si jamais il existe, est la même qui sera infligée au premier commando qui a commencé l'action. C'est-à-dire que si j'attache quelqu'un pour le torturer, je le laisse attacher. Monsieur Basson vient le tuer. Tous les deux, nous avons contribué au meurtre de cette personne-là. Absolument. On ne dira pas que, comme moi je l'avais seulement attaché, je ne l'ai pas tué. Parce que si je ne l'avais pas arrêté et attaché, Basson n'aurait pas réussi à le tuer. Donc c'est la continuité. Même s'il y a... Donc ceux qui sont là en train de se dire, moi j'ai seulement filé, ça va pour moi. Si tu as filé, tu es jusqu'à la fin de l'action. Si tu as enlevé, et que tu t'es même retiré après l'enlèvement, on est resté tué après toi, tu es dans l'affaire de tuer. Dès que vous avez compris ça comme ça, ne commencez donc plus à dire que non, celui-ci va sortir, tel va rentrer à la maison. Non. Tous les acteurs sont... Tous ceux qui ont participé de manière active. On a fait retirer dans l'enquête les gens qu'on soupçonne d'avoir eu une complicité
passive. Il faut expliquer. Une complicité passive. C'est-à-dire que tu as pu être informé et tu n'as pas pris les mesures ou tu n'avais pas la possibilité parce que tu étais soumis à tel ou tel autre principe de réagir. Ça, c'est la complicité passive. Dès lors que tu as même seulement donné les clés de ta voiture pour qu'on porte Martinez dans ta voiture, tu es dans la complicité active. Donc, toi, tu es parmi les gens qui ont tué. On s'est compris là, parfait. Donc, même si on est allé tuer en Balmayo et que toi, tu avais donné seulement les clés de ta voiture pour qu'on enlève Martinez, tu as la même peine que ceux qui l'ont tué. Merci beaucoup, Pierre Bleriot-Niemek. Bernardo Basson, il faut dire que vous êtes juriste et vous maîtrisez justement ces procédures-là. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Camerounais qui se posent également plusieurs questions depuis samedi? Première interrogation. Deuxième interrogation, à ce niveau de l'enquête, est-ce qu'il faut quand même se dire que nous avons quelque chose à se mettre sous la dent? Oui. Ce qu'il faut dire aux Camerounais ne va pas les calmer. Les Camerounais savent depuis que c'est Danoué et son équipe qui ont diligenté l'acte d'assassinat. Les Camerounais veulent savoir qui a demandé à Danoué d'aller tuer. Voilà leur problème. Qui en voulait à Martinez pour que Danoué et son équipe soient mobilisés afin de porter atteinte à sa vie de façon aussi odieuse et fatale. Voilà le problème. Maintenant, des éléments qui ressortent de l'enquête. On a un chapelet de personnes qu'on considère comme étant des personnes ayant été directement en contact avec toute la mécanique qui a été mise en place pour son enlèvement jusqu'à son assassinat. Ce sont celles-là qu'on a d'abord interpellées. On a appelé d'autres personnes à côté desquelles on a pu tirer quelques éléments pour avoir des compléments. Sauf que ce qu'il faut dire au Cameroun également, c'est que notre loi ou nos lois sont comme les pièges qu'on met dans la forêt. Si vous mettez le piège de la biche, si la biche passe, ça l'attrape. Si l'éléphant passe, il traverse. Donc, nos lois sont faites de sorte que les petites personnes, les personnes sans influence, les personnes sans vraie importance, sans charisme financier important, peuvent se faire attraper. Mais les personnes puissantes vont passer. Elles vont percer le filet de la loi et partir. Voilà pourquoi on essaie de requalifier les faits. Heureusement que le juge n'est pas lié par les termes qui ont été produits au moment de l'enquête. Tout à fait. Puisqu'il a au niveau de l'instruction la capacité de reprendre tous les éléments et puis d'instruire, de questionner, de rappeler toutes les personnes qui ont été appelées au moment de l'enquête, de les questionner pour avoir sa propre conviction et maintenant produire les éléments qui vont aller devant le juge de jugement. Donc, on est encore, entre guillemets, à un niveau assez primaire de l'enquête. C'est vrai qu'on a quand même un élément, c'est qu'on a quelques personnes dont on estime avoir été directement impliqués dans l'assassinat. Et ce colonel est passé aux aveux, comme disait... Justement, je l'ai dit ici plusieurs fois, qu'on a quelqu'un qui vous dit, on a contribué à le filer, on l'a emmené quelque part, on l'a torturé, Donc, en principe, de dire qui a tué ne pose plus de problème. Puisqu'on sait que ce sont ces sévices qui ont conduit à sa mort. C'est ça. Les autres, Danoué l'ont tué. Donc maintenant, qui a demandé à Danoué d'aller, puisqu'il l'avait fait de lui-même, Danoué Zogo ne le connaissait même pas. Il l'appelait, il ne citait jamais. Pas du tout. Donc, qui en voulait à Zogo pour que Danoué soit mobilisé pour aller le tuer? On a l'idée déjà des personnes, vu celles qui ont été interpellées, Eko, Amougou Belinga. Maintenant, est-ce que l'enquête est définitive? Elle a fini son travail. C'est-à-dire l'enquête a produit des noms avec des éléments retenus à charge. Pour l'enquête, ces personnes ont été gardées de manière provisoire. Et vous savez que le mandat de dépôt, c'est 6 mois renouvelable, 12 mois. Donc, durant l'intervalle, on a 18 mois au max
Et durant ces 18 mois, donc, il y aura les comparutions, il y aura des instructions avant éventuellement un jugement définitif qui sera produit. Très bien. Nous allons lire les préoccupations, une fois de plus, de nos téléspectateurs. Bonjour parfait, c'est un message qui nous vient du plus 33, donc c'est la France, c'est Paris. Bonjour parfait, je vous suis depuis la France et bravo pour votre professionnalisme. Cette affaire Martinez-Zogo est très complexe car intégrant les services secrets dont il y aura toujours des zones d'ombre. Imaginez que la scène de crime est une planque des services secrets. Elle ne sera jamais dévoilée. Certains agents ayant participé au crime ne sont pas arrêtés car leur travail c'est de se dissimuler. Donc, même Dangwe lui-même ne peut plus les retrouver. Et n'oubliez pas, l'avocat de Dangwe a dit hier sur un plateau que Dangwe est un coach qui dirige une équipe et par là nous faire comprendre que lui-même n'était pas sur le terrain. Cette affaire sera malheureusement brouillée pour protéger les services de l'État. Seules quelques têtes vont tomber. C'est Yvan Bondy de la France qui nous envoie le message. Autre préoccupation ce jour, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Perfecto, désolé, mais Monsieur Roger Kekdekiki, qui est devenu l'émission d'été de la pensée, je ne te capte plus le samedi 10h. C'est le dimanche 10h. Ah, tu comprends seulement que l'émission a été délocalisée. Dimanche 10h. Maintenant, c'est dimanche 10h. Oui, c'est ça. Pour ce qui est de l'analyse du jour, franchement, on a des académiciens dans ce pays. Je comprends pas ce que vous dites, hein. Il y a un cadavre et on nous il y a un cadavre et on nous parle de filature, enlèvement, torture et ils font l'effort de contourner le mot-clé. Il parle d'un autre analyste qui a décrit sur un plateau comment et pourquoi on a mobilisé tout un commando pour cette affaire. Que c'était un exercice pour appliquer les forfaits sur les 3 ou 4 premières personnalités de ce pays. Donc, comme il y a eu torture, il faut essayer aussi de torturer, voire pénétrer, désolé, ces gars, pour qu'ils crachent le morceau. C'est Jean-Christ. Incroyable. La proposition est bizarre, hein? Autre message. Bonjour Perfecto. S'agissant de la torture, on pose des actes de torture non susceptibles a priori de donner la mort, mais celle-ci survient néanmoins. C'est la raison pour laquelle l'article 277.3 parle de mort involontaire. Le juge d'instruction doit donc rechercher si les actes qu'on a fait subir était de nature à donner fatalement la mort. Auquel cas, il retiendra l'infraction de meurtre en concours avec celle de torture 277.3 alinéa 5. Mieux, il recherchera aussi si l'intention de tuer ne précédait pas l'enlèvement. Dans ce cas, il retiendra l'assassinat. Le juge d'instruction est saisi des faits, c'est-à-dire son pouvoir est étendu, il peut aller arrêter même des gens qui sont dehors. C'est le juge d'instruction. Il peut investiguer sur tout. Le match peut ne pas avoir commencé. En un remaniement, tout peut repartir. Oui, il indique des pistes de réflexion, bien évidemment. Chacun aura un dernier tour de table, hein. Chacun aura pour cela 1 minute. Je commence une fois de plus par... non, pas une fois de plus, je commence cette fois-ci par Roger Kiek. Alors, Roger Kiek, vous avez donc dit que il faut rester patient. L'enquête va se poursuivre maintenant au niveau du tribunal. Pour l'heure, il faut dire que c'est la sérénité concernant justement cette procédure, ou alors c'est un dossier qui n'a pas livré tous ses résultats. Je voulais d'abord dire que l'article 277.3 parlant de la torture dit être puni d'emprisonnement à vie. Celui qui parle de la torture cause involontairement la mort d'autrui. C'est-à-dire c'est déjà la prison à vie. Maintenant, je vais vous dire que le dossier là est extrêmement compliqué. Parce que quand vous nous dites que le dossier là est extrêmement compliqué, vous nous faites peur. Non, pas comment le dossier là est extrêmement compliqué? Il est compliqué. Je voulais dire ceci.
qu'il faut déjà rappeler le principe de présomption d'innocence. Ce n'est pas Mais parce c'est de qu'ils ça que sont nous inculpés. parlons. Nous n'avons C'est ce que je disais, ça veut dire que vous avez parlé non, de nous, prison. c'est la loi, nous citons le Non, code c'était pénal. le code pénal, Oui, ça. mais, oui, non, mais permettez-moi, ne traitez pas de mots. Tout à l'heure, je cite le code pénal, simplement. Non, je voulais juste... Parce que quelqu'un, dans les messages, est revenu là-dessus. Oui. Martinez Zogo menait des enquêtes ou alors diffusait des informations sur un certain nombre de détournements de la fonction publique, chapitre 57 qui nous a fait chapitre découvrir, 94, 94, 65 que nous 50, etc. connaissions déjà. Et ce sont les dépenses communes de l'État. Quelquefois, dans les dépenses communes de l'État, il est possible que ces dépenses-là permettent même de payer des salaires, d'aider un pays voisin en difficulté financière à payer des salaires ou des choses comme ça, on a souvent vu. Martinez a déballé un certain nombre de choses. Les services secrets français avaient déjà travaillé sur un agent qui serait parti du Cameroun pour payer des salaires chez des Russes Wagner en République centrafricaine. Les services français avaient commencé à travailler sur ces affaires. Martinez avait mis la bouche et le doigt dans des affaires extrêmement compliquées et qui font donc intervenir aussi les services secrets camerounais. Jean Le Tchunga, ancien bâtonnier, nous dit que le colonel de gendarmerie, patron des opérations spéciales au contre-espionnage camerounais, allait souvent donner des informations quelque part. Quand ces affaires-là impliquent déjà le contre-espionnage français, le contre-espionnage camerounais, des affaires financières, etc., c'est pas des histoires Ça devient compliqué. que vous allez attendre Compliqué. sur Facebook. On vient de vous dire dans les réseaux sociaux qu'on a fait ci ou ça. Soyez patients. Parce qu'au-delà de ce crime crapuleux, on peut y retrouver des affaires liées à la sûreté de l'État. Et c'est des affaires extrêmement compliquées. D'ailleurs, elles sont traitées par le tribunal militaire. Donc, moi, je suis un journaliste politique. Et moi-même, je parle avec beaucoup de mesures et de réserve. Très bien. Pour vous dire que prenez votre mal en patience. La justice de votre pays vous dira de quoi il est question. Mais il y a des aspects que vous ne pourrez, qu'on ne vous dira, on ne vous donnera jamais. C'est compris. Voilà. Pierre Blériot, mec, nous réitérons, afin que nul n'en ignore, sur ce plateau, nous n'avons dit, on a dit que, on n'a jamais dit que qui que ce soit était déjà condamné. Non. Pas du tout. Ils sont encore présumés Innocent. innocents. Ouais. Donc, il faut que nous soyons au même niveau de compréhension. Pierre Blériot, qu'est-ce qu'on s'est dit donc pour l'instant? On croise les mains et on fait confiance à la justice. Non, je félicite le monde de la communication. Vous ne savez pas le rôle que vous êtes en train de jouer. Sinon, cette affaire aurait été suffisamment brouillée. Vous avez empêché la communication interne et internationale. Que cette affaire soit brouillée. Elle va continuer de révéler des choses. Et c'est là où vous allez voir dans le génie du chef de l'État. Parce que, comme le disait Kiek, cette affaire est entremêlée. Il y a trop de bifurcation dans cette affaire. Il faut démêler il faut dénouer. Vous qui êtes catholique, il faut peut-être convoquer Marie qui dénoue les nœuds. Il y a beaucoup de nœuds dans cette affaire. Du coup, cela va prendre du temps. Mais moi, je l'ai dit dans un précédent post, le rythme est très bon. Parfait, nous sommes à 1 mois, 2 jours. Nous sommes qu'à 1 mois, 2 jours. Où est l'enquête de Bala, Monseigneur Bala? Elle en est où? Aucune idée. Nous parlons de combien d'années? Vous voulez que je remonte jusqu'à Angelbin 20? Martinez Zogo fait bénéficier à la presse camerounaise d'un grand prestige. Nous voyons, désormais nous envoyons un message aux gens. Et vous les hommes de médias, continuez de vous comporter ainsi. On saura que peut-être que l'homme de médias est même supérieur à un évêque. Il ne faut pas tuer un homme de médias. Voilà qu'un mettre sur un homme de médias réveille le monde entier. Je veux vous dire que par le passé, des pays ont sombré parce qu'ils s'étaient attaqués à nous. La grande Arabie Saoudite a souffert récemment pour avoir assassiné un homme de médias. Retenez donc que les hommes de médias sont dangereux. Voilà Martinez qui va mettre en place. Et ce, sur des années, je vous assure. Sur des années, l'affaire Martinez. Avez-vous, de votre expérience d'homme de médias, vu une affaire être tenue de manière aussi permanente dans les médias? Jamais. Cela ne s'était jamais produit. Jamais. On avait parlé de Monseigneur Bala pendant 2 semaines. C'est fini. Et puis, tout le monde a tourné le dos. On ne sait même plus où il était mort. On se rappelle seulement que quelqu'un était dans l'eau. Martinez, on va encore en parler pendant longtemps.
et tous les nœuds vont être dénoués. Merci beaucoup. Paul Fils-Elundou, on en parlera encore pendant longtemps. Et Pierre Blériot de féliciter le monde de la presse nationale et internationale, et envoyer quand même un message à Paul Fils-Elundou. On ne tue pas un homme de médias comme ça. La preuve, Martinez est en train de secouer tout un pays. J'ai failli dire tout un système. Oui, effectivement. Non seulement il faut encourager la presse, mais toutes les composantes de la société qui se sont levées. Je voudrais dire les chefs traditionnels qui s'étaient levés et ont donné même des pistes de solutions. Souvenez-vous dans la déclaration de Bogo, où ils ont dit les services d'intelligence, délibérément, c'est écrit dans cette déclaration, ils avaient déjà donné des pistes aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça réfère au niveau de l'enquête préliminaire. On a vu des officiers de l'armée qui ont utilisé les moyens de l'État, qui sont inculpés dans ce dossier, avec les faits que ces chefs ont courageusement dénoncé. Je voudrais féliciter ces chefs traditionnels qui se sont levés au moment où le peuple avait besoin que quelqu'un se lève et dise des choses aujourd'hui. Très bien. Et je pense que le message fort est allé aujourd'hui, pas parce que la presse est précarisée, pas parce que la presse est muselée, qu'aujourd'hui on peut tuer un homme de médias et rester impuni. Merci beaucoup, Bernardo Basson. C'est vrai que au niveau de la presse, nous sommes vraiment des misérables. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons peut-être même pas le pouvoir que certains ont. Mais il faut faire très attention. Martinez Zogo est en train de secouer tout un pays. Martinez est en train de secouer à l'international. Martinez Zogo a fait perdre le sommeil au tout-puissant de la République. Leçon à tirer, faites attention aux hommes de médias. La presse a le pouvoir. Dire que la presse n'a pas le pouvoir, c'est... Merci de me corriger. Chacun a son pouvoir. C'est même encore la preuve que la presse a le pouvoir. Parce que si la presse n'était pas accaparée de la faire de cette façon-là, c'est sûr qu'aujourd'hui on serait complètement loin. Mais moi, on attend le jugement, on attend la décision du juge de jugement après l'instruction et puis on en reparlera. Mais avant, on essaierait quand même de savoir comment est-ce que ça évolue parce qu'il ne faut pas laisser cette affaire. Merci beaucoup. Il ne faudrait pas laisser cette affaire de toutes les façons. Info TV qui reste une télévision républicaine, c'est donné pour devoir vous dire la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Voilà pourquoi je continuerai à inviter des grands frères comme Roger Kiek de Kiki, à qui je dis merci encore ce matin. Merci à Pierre Blériot, le consultant permanent. Merci à Paul Fils-Elundou, journaliste, qui est également venu nous dire bonjour ce matin. Merci à Bernardo Basson, invité permanent. À 12h, vous aurez votre journal de la mi-journée. Ne ratez surtout pas le 19h en anglais, le 20h en français. Ce soir, à 21h, vous allez retrouver votre programme Euro Africa. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?